je suis parti de entraînement dans la rue à faire de la quadrupédie, un peu des sauts dans les marches et des pompes, à faire une sorte d'haltérophilie mélangée avec de l'athlétisme et des exercices de gymnastique, notamment du travail d'anneau, histoire de durer. Parce que ma première blessure, ça a été quand j'avais 23 ans, où je me suis fait une micro-déchirure du tendon quadricipital au niveau médial, et là je me suis dit, ok, je peux pas juste rien faire. Et quand je suis arrivé à Disney, voilà, les mecs, ils faisaient du développé couché à l'échauffement. En fait, je suis en mode, mais frérot, à quel moment ça va nous aider à pas nous blesser ou à mieux faire des coups de poing? Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Dubois, un ancien athlète de parcours, acrobate et maintenant cascadeur dans le cinéma français et international. Valentin nous explique pourquoi il a arrêté le parcours de compétition, comment son passé d'athlète lui sert en tant que cascadeur, quelles nouvelles compétences il doit développer aujourd'hui, ses expériences avec les têtes d'affiche du cinéma et bien plus. Cet épisode est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments alimentaires de haute qualité, made in France, pour ceux et celles qui s'entraînent sérieusement. Donc si tu veux soutenir tes articulations avec leur collagène, si tu veux soutenir tes fonctions cognitives et musculaires avec leur créatine, ou si tu veux compléter ton apport en vitamines et minéraux avec leur One, utilise le code UPSIDE, UPSIDE, sur ta prochaine commande pour bénéficier de 10% de rabais. Encore une fois, le code UPSIDE, UPSIDE, avec All You Need Nutrition. Et maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Valentin Dubois. Valentin, en tant que cascadeur, c'est quoi le moment où tu as eu le plus peur ? Alors, le moment où j'ai eu plus peur en tant que cascadeur, c'est pas forcément une chute, c'est pas forcément une grosse chute ou un truc un peu compliqué acrobatiquement. C'était mon premier combat contre un acteur. Donc, c'était l'année dernière, dirigé par Manuel Lanzy, et l'acteur c'était Vincent Elbaz. Et en fait, le problème, c'est que pourquoi ça fait peur? Parce que déjà, sur un plateau de tournage, la chorégraphie peut beaucoup changer. Pareil, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on avait préparé toute une chorégraphie en amont, on avait répété avec l'acteur, et puis arrivé le jour du tournage, tout a changé parce que le lieu a changé, parce que le directeur voulait filmer à un autre endroit. Mais du coup, comme la choré change, tu dois l'apprendre rapidement et tu dois l'exécuter bien sur le moment. Mais t'as pas le droit de te foirer. C'est-à-dire que si toi, par exemple, je sais pas, tu dois tomber dans les escaliers ou tu dois faire une grosse chute de hauteur ou quoi, si tu te pètes, c'est chiant. Mais mais au final, tu peux t'en remettre. À part si tu meurs, là, tu peux pas t'en remettre. Mais normalement, tu peux t'en remettre à un certain degré. Tandis que si tu tapes le visage d'un acteur, t'es presque blacklisté à vie, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc. Parce que si un acteur se pète le nez ou a un bleu, c'est tout le tournage qui en pâtit. Et des fois, ça peut être des mois de tournage, ça peut être des semaines de tournage. Ça peut créer de la peur chez l'acteur pour les prochaines scènes de combat. Donc, heureusement, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Le chorégraphe de cascade était satisfait. Et puis voilà, quoi. Du coup, après, ma deuxième bagarre contre un acteur, c'était cette année avec Vincent Lindon. Et sur le film Les Misérables qui devrait sortir cette année. Et là, ça fait toujours peur, mais c'était une chorégraphie moins compliquée. Et c'est plus moi qui avais peur de lui que l'inverse. Parce que c'est lui qui me frappait. Ça se passe comment concrètement une chorégraphie de combat? Parle-nous un peu d'où ça vient, comment c'est créé, comment vous la répétez ensuite, comment c'est mis en place. En général, ça va dépendre des projets, mais si on parle par rapport à un film, donc en fait, ce qui se passe quand un scénariste il écrit son film, il écrit voilà bagarre intense entre héros 1 contre méchant 1. Et en fait, t'as pas beaucoup plus d'infos que ça. Donc, du coup, le réalisateur, il va voir ce qu'on appelle un stunt coordinator. Il lui dit salut mec, voilà mon scénario, fais-moi un truc. Donc, le stunt co, il voit son truc, il écrit bagarre. Donc, après, selon les éléments scénaristiques, voilà, est-ce que le mec, c'est je sais pas moi, il sait se battre, est-ce que c'est un militaire, est-ce que c'est un débutant? À partir de là, il construit une sorte d'idée de style de combat. Et selon qu'est-ce qui se passe après la scène ou avant la scène, tu vois, par exemple, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il est tout frais, est-ce qu'il sait que les mecs viennent sur lui, est-ce qu'il sait pas. Donc tout ça, il crée sa chorégraphie. Et après, encore une fois, selon le style de combat, il va adapter, quoi. Est-ce que c'est un truc réaliste, est-ce que c'est un truc un peu fantaisiste en mode Jackie Chan, Matrix, est-ce que ce sont des artistes martiaux, est-ce que ce sont des boxeurs, tu vois. Donc tout ça, ça va jouer beaucoup sur le style de combat. Puis après, on crée la chorégraphie, on la répète. Et donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ce soit réaliste tout en étant technique, tout en étant impressionnant.
Donc c'est jamais vraiment facile à faire et Mm. les styles évoluent aussi. Les styles de combat évoluent. Voilà, si on regarde ce qu'on faisait dans les années 2000, ce qu'on fait aujourd'hui, bah, on est dans quelque chose de beaucoup plus énervé, beaucoup plus vénère. Les gens sont aussi beaucoup plus éduqués au combat Mm. avec l'arrivée de l'UFC. Donc ils comprennent que quand, je sais pas, le mec va faire des sortes de chorégraphie de kung-fu pendant le combat, bah, on sait que ça fonctionne Mm. pas dans la vraie vie, quoi. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, ouais, une chorégraphie de combat, tu vas la préparer, la répéter. Si tu as de la chance, tu as plusieurs jours de prépa sur le film. Si tu as moins de chance, elle est préparée le jour même. Moi, ça m'est arrivé cette année avec. Euh, je sais plus comment il s'appelle là. Le grand noir avec les grandes dents. Merde, je sais plus comment il s'appelle. C'est un acteur français, un super acteur. Je connais pas Jean-Pascal, assez bien un le truc cinéma comme ça. français pour t'aider avec les noms. Ouais, bah bon, je pense que quelqu'un trouvera. Et on est arrivé le jour même, on était des Ouais. policiers, on devait lui casser la gueule et puis on a créé la chorégraphie sur le tas. Alors Mhm. c'était pas une chorégraphie très compliquée, mais du coup, voilà, tu dois rendre le truc crédible, tu dois mettre de Ouais. l'intensité Ouais. sans flinguer l'acteur. Donc des fois, en fait, la règle générale, c'est les coups au corps, ils sont portés, c'est-à-dire que tu peux venir toucher, mais les coups au visage, tu les touches pas, donc tu fais ce qu'on appelle on fait passer le coup, c'est-à-dire que si mon poing il vient sur mon nez, bah, on va mettre un angle, comme par exemple là, pour faire passer le poing ici, et après il y a la réaction qui va venir derrière, et ça va créer l'illusion que le coup a connecté. Mais tout ce qui est au corps, tu dois avoir une vraiment bonne technique parce que tu es censé toucher sans faire mal. Donc, et qu'on ait l'impression que ça fait mal. C'est quoi ta scène de combat préférée dans un film ou que t'aies vu? Il y en a une qui ressort qui. Moi, j'aimais beaucoup, Ouais. beaucoup le fight de Matrix, genre de Mm. Neo contre Agent Smith. Sinon, j'aime beaucoup Ok. Dragon Ball Z Broly. Voilà, j'aime beaucoup cette scène de fight. Mais non, récemment, tu vois, il y a eu le film Dune. Moi, j'ai pété mon crâne sur la scène de combat au couteau final entre Paul Ouais. 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 et Faye. Je crois qu'il s'appelle Faye. Moi, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Ok. telle scène de combat technique et presque semi-réaliste. Et je trouvais vraiment que les mecs ont fait un taf de ouf. Il s'est avéré que c'était Kai Fung et toute sa team qui ont créé la scène de combat, Vidan notamment, qui sont des mecs qui maintenant bossent sur Ok. des Star Wars, des machins et trucs. Donc c'est une équipe d'Allemands super forts, d'Allemands d'origine asiatique. Et qu'est-ce que j'ai beaucoup kiffé moi récemment? C'est vrai que j'y ai pas sur le bout dans la tête là maintenant, mais moi j'aimais beaucoup les fights de Crazy Ok. Kung Fu Hustle en anglais. Ça me Et je dit sais pas si rien. tu l'as vu. C'est un film de Stephen Chow. Stephen Chow, c'est le mec qui a D'accord. fait Ouais. Shaolin Ouais. Soccer. Je sais pas si t'as vu. Donc, et en Ok. fait, il a fait un film qui s'appelle Crazy Kung Fu et c'est un peu un truc un peu tiré par les cheveux en mode des super artistes Kung Fu. Et du coup, il y a un fight où il y a un mec qui se bat contre toute une team et finalement, il y a deux de ses amis qui viennent l'aider et t'as plein de styles de combat différents et je trouve que c'était vraiment bien. Vraiment bien Et toi, foutu, c'était intense. en tant que cascadeur, est-ce qu'il y a des styles de combat que tu préfères? Alors juste, je reviens par rapport à la question précédente. Il y a une autre scène de combat. Pour le coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus viscéral. Ça a été le combat je sais pas si vous avez vu le film Non. Irréversible. Donc c'est un film horrible de Gaspard Noé sur Monica Bellucci, Vincent Cassel et comment il s'appelle le fou là. J'ai oublié son prénom. Il y a un acteur français qui joue dans Bernie Noël et dans Deux jours Ok. à tuer. J'ai oublié son prénom. Enfin bref, c'est une histoire horrible où Vincent Cassel finit par se battre dans une boîte de nuit et le combat dure pas longtemps, mais en fait, il finit. Enfin, c'est la mise en scène, l'intensité des coups, la violence qui est montrée vraiment te prend aux tripes. Et, euh, et ça, c'est un des combats qui m'a le Ok. plus touché, on va dire. Pour le coup, c'est quelque chose qui raconte quelque chose. J'aime bien les combats Ouais. qui racontent quelque chose aussi. T'as ça un peu dans Ouais. History of Ouais. Violence avec Viggo Mortensen, où là, il n'y a pas beaucoup de combats, mais dès Ouais. qu'il y en a, Ouais. ça te. Ouah. Et Ouais, je pardon. disais, Du coup, toi, vas-y, tu ton disais. style de combat préféré à faire. Bah moi, je suis un des. Moi, je me considère comme un élève de Florian Beaumont. Attends, c'est un chorégraphe de cascade français qui est aussi qui a été mentoré beaucoup par Laurent Demianoff. Et moi, c'est avec Florian que j'ai le plus appris. Et c'est un style de combat Hmm. street fight, quoi. C'est coup de tête, mais en même temps mélangé avec des techniques de penchaxilat avec ce Ouais. qu'on appelle des traps. Donc il y a des sortes de clés, il y a des sortes tu sais, tu vas faire, enfin, tu vas parer un coup avec deux tapes, deux beats,
et ça va terminer sur un enchaînement de coups, et puis il y a du va-et-vient, c'est pas j'aime bien les combats qui sont pas juste à unidimensionnels, où il y a Mm. juste un mec qui défonce tout le monde, quoi, il faut que ça raconte Mm. quelque chose, il faut qu'il y ait du va-et-vient. Moi j'aime beaucoup ce style-là et le style de Manu Lanzi aussi. C'est encore une fois c'est le régleur cascade avec qui j'avais bossé. Pareil qui est aussi dans un style un peu différent, un peu plus viscéral, un peu plus habillé avec des arrachages de vêtements, des tirages de cheveux où il habille vraiment ses chorés pour essayer de les rendre le plus réaliste possible tout en étant technique à côté. Ouais, Je sais pas si t'as j'ai bien répondu à la question. répondu. Et par rapport à ça, Ouais. c'est quoi les skills que tu as dû développer le plus ces dernières années afin de pouvoir justement t'exprimer comme tu voulais? Est-ce que c'est des choses que tu fais pour des scènes en particulier? Est-ce que c'est des skills que tu sais, ah là, je suis moins bon dans ce genre de coup, donc il faut que je le développe, donc tu fais ça en dehors pour toi? Comment tu fonctionnes? Bah moi, si tu veux, je pense que ce sera dit en Mhm. introduction, moi je viens du parcours, donc j'étais athlète de haut niveau, enfin, j'étais athlète de parcours, j'aime pas le terme haut niveau, ça fait tout de suite un peu genre, oh oui, il y a les hauts niveaux et puis il y a les bas niveaux, c'est grosse merde. Alors que je pense que, bon, bah, au fait, ouais, ça dépend de Ben combien c'est, d'argent tu gagnes, ben, on j'imagine, ou reviendra combien t'es dessus, mais c'est connu. comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, à Origins Parkour Oui, à Vancouver. Origins Ouais, ça Parkour, fait un petit bout de 2017, temps. je crois. Ouais. Ouais. C'était là où j'entamais j'étais dans la quête du super guerrier, dans le speedrunning à fond à ce Ouais, moment-là. Mais ouais, moi je viens du parcours, j'ai fait beaucoup de compétitions de parcours, j'ai fait Ninja ouais. Warrior, World Chase Tag, compétition de parcours de vitesse, tout, j'ai fait plein de trucs. Si tu veux, venant du parcours, quand tu arrives dans la cascade, bah, tu as des Hmm. facilités pour les chutes notamment, parce que moi, même si l'acrobatie en soi fait pas directement partie du parcours, beaucoup d'athlètes de parcours font beaucoup d'accro malgré tout. Donc le fait de se repérer dans l'espace, c'était quelque chose qui était plutôt facile pour moi. Après, c'était plus comment tu tombes sans te faire mal, c'est un peu plus compliqué. Il y a toute une technique par rapport à ça. Donc, mais ça, c'est pas le plus dur me concernant. Le plus dur, ça a été vraiment le jeu, mine de rien, dans la cascade, même si on a tendance à pas y penser, mais il y a beaucoup de jeux et des fois le jeu est presque plus important que la technique parce que enfin, moi ça m'est arrivé de rencontrer des gens à des stages, bah, ils sont nuls techniquement, mais comme ils jouent le Hmm. truc, tu y crois et ils jouent la douleur, ils jouent la violence dans leurs coups. Et ça fonctionne. Mais pour moi, ce qui me concernait, le jeu, c'était pareil. C'était pas, même si je suis pas un grand acteur, hein, je suis pas en train de dire ça, mais c'est pas le truc qui me dessert le plus. Je dirais même que c'est un de mes avantages parce que j'arrive à amener cette intensité dans mon jeu. Mais le plus dur, c'était l'apprentissage Hmm. des arts martiaux, quoi, des sports de combat. Parce que moi, j'avais fait quoi? J'avais fait du judo comme tout le monde quand j'avais 4 ans. J'avais fait du jeet kune-do quand j'étais en troisième C'est pendant, quoi je le sais pas, Jeet trois Kune Do? quatre mois. Jeet Kune Do, c'est l'art martial Ouais. qu'avait mis en place Bruce Lee. Moi, j'habitais à La Réunion avant, il y avait une Hmm. sorte de salle à côté qui proposait ça, donc j'étais allé voir. Et c'est une sorte de. C'est presque les prémices du MMA, donc je suis pas un expert des arts martiaux, donc peut-être j'ai dis des conneries, mais il me semble que c'est ça, quoi. En tout cas, nous, ce qu'on faisait, on faisait du sol, du Pas mal kickboxing, d'influence. enfin, on mélangeait C'était un peu tout ça, quoi. le CrossFit, de base des sports de Ouais, combat, si j'ose dire ça. ouais, Ok. je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut facilement dire ça. Mais vraiment, ce qui était dur à apprendre, Hmm. c'est comment tu mets un coup de poing, quoi, sans avoir l'air ridicule, en maintenant une garde. Donc là, aller dans la boxe, les déplacements aussi, parce que les déplacements sont complètement différents. Euh, tu as souvent un pied devant l'autre, et quand tu avances, tu fais pas souvent tu t'as pas une marche bipédique en fait je sais pas si quand tu avances en Hmm. combat, souvent tu vas avancer comme ça. Alors que dans le parcours, t'avances comme ça, quoi. Dans la vie réelle, t'avances comme ça. Donc il y a tous ces trucs-là à apprendre. Et puis il y a aussi tout concernant les coups de pied. Alors encore une fois, le parcours qui est un sport lié à l'athlétisme où on a que cette ouverture de hanche, bah, tout de suite on se retrouve à faire des coups de pied Hmm. où ce qui compte c'est cette ouverture de hanche là. Hmm. Et ça, moi je l'avais pas du tout, quoi. J'étais complètement bloqué. Et le problème dans les coups de pied, c'est que si t'as pas l'ouverture Ouais. de hanche, tu peux pas kicker. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont essayer de débattre avec moi et tout, mais au final, si tes hanches sont vraiment bloquées, tes coups de pied seront de la merde parce que tu pourras pas te mettre dans la bonne position, tu pourras pas monter, parce que t'es pas obligé de monter jusqu'à en grand écart en mode Van Damme, mais il faut quand même que tu arrives au moins à aller au buste, Ouais. quoi, au buste ou à la tête, et ça, si t'as pas l'ouverture de hanche, c'est mort. Donc même aujourd'hui, je travaille encore là-dessus, bien sûr. L'avantage, effectivement, c'est que ayant travaillé sous Jérôme Simian, et puis moi, étant influencé par aussi le travail d'Ido Portal, et j'ai été entraîné aussi par Ryan Ford. C'est des gens qui ont toujours été sensibles à la mobilité. Moi-même, j'ai compris assez vite que voilà, il fallait avoir quand même un, Une un amplitude, ouais. range. Je sais pas c'est quoi range en français.
Une amplitude globale, pas trop sclérosée dans une seule spécificité, tu vois. Il faut quand même que ton corps soit un minimum généraliste pour pas te blesser de partout. Donc j'avais pas non plus les hanches toutes bloquées, quoi. Mais ouais, c'était ça le plus compliqué, c'était vraiment trouver cette ouverture de hanche, apprendre les coups. Et la meilleure manière, là où j'ai vraiment progressé, c'est quand je suis allé en Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande pendant un mois et demi. Et voilà, je m'entraînais là-bas au sport de combat, à la boxe thaïlandaise, mais j'étais dans un club Mm. qui faisait aussi du kickboxing et de la boxe anglaise. Et, euh, et ouais, j'ai pris goût vraiment. Là, j'ai vraiment pris goût au sparring, j'ai pris goût au fait de taper des gens et me faire taper. Et du coup, quand tu fais du sparring, même sans avoir fait des combats sur un ring à te faire casser la gueule, tu comprends un peu l'état d'esprit dans lequel tu dois être si tu veux pas te faire défoncer Mm. ou si tu veux frapper quelqu'un. Et ça, j'imagine que quand tu bosses avec d'autres cascadeurs maintenant dans les tournages, est-ce que tu vois instantanément maintenant ceux qui ont une grosse expérience de combat et ceux qui en ont peut-être moins ou... Oui, oui, tu le vois tout de suite, hein. Ouais. Tu le vois au premier coup que déjà à l'échauffement, en shadowboxing, tu sais tout de suite si le mec il Mm. sait ce qu'il fait ou pas. Genre c'est vraiment de la même manière, je pense que quelqu'un qui joue au foot Tu touches un reconnaît quelqu'un ballon, qui tu tire dans sais. un Ouais, ballon, ouais. s'il sait tirer dans un ballon ou pas. Je pense que tu sais tout de suite quoi. Pareil dans le parcours, tu vois quelqu'un qui, je sais pas, qui fait un passement sur le côté, tu sais tout de suite la manière dont il va sortir sa jambe qui est pas en jambe d'appui, la manière dont il va sauter, la manière dont il va mettre ses mains. Et là c'est Mhm. pareil dans les sports de combat quoi. Donc, dans les sports de combat, dans la cascade. Donc, l'avantage, c'est que sur tournage, tu te retrouves rarement avec des gens qui. Après, j'ai pas une expérience de tournage de fou furieux, tu vois. En tout, je dois avoir une cinquantaine de dates de tournage. Faut oublier que c'est assez récent pour moi, la cascade. Une cinquantaine? Non, en plus. Faudrait que je compte. Je crois que je suis autour. Ouais, peut-être autour des 60 jours de tournage. Et. Ouais, faudrait que je compte, j'ai pas compté. Mais tu te retrouves plus généralement, c'est moi qui me retrouve avec des gens avec plus d'expérience que moi. Là, ça commence à changer parce que je m'entraîne Ouais. beaucoup et je commence à prendre de l'expérience. Et c'est moi qui me retrouve avec des mecs débutants. Et du coup, tu dis, waouh, c'est chaud là, j'ai Ouais, failli. parce que eux, ils ont pas autant de contrôle que toi. Bah, c'est ça. En fait, Ouais. t'as toute la notion des distances, la notion de maîtriser ses coups. Pareil, oui, il faut porter les coups au corps, mais ça sert Hmm. à rien de me faire mal en fait. En fait, c'est pas parce que t'as fait mal à ton partenaire que le coup D'accord. paraît vachement mieux. Des fois, parce que c'est ce qu'on raconte, hein, c'est ce que disent beaucoup de gens qui sont chorégraphes de cascade ou coordinateurs de cascade, c'est que c'est dur d'apprendre la chorégraphie de combat à un mec qui a fait du combat toute sa vie. Un mec qui a essayé de mettre un coup de poing pour faire mal toute sa vie, ça veut pas dire que ça va paraître beau ou puissant quand il va mettre des coups de poing en chorégraphie de combat. Parce que tu as une manière de créer une amplitude, une manière d'amener tout le corps dans ton mouvement, une manière peut-être Hmm. d'exagérer aussi beaucoup de choses qui sont pas ce que tu cherches à faire en combat. En combat, tu cherches Hmm. à être le moins télégraphique possible, tu cherches à être le plus efficace possible. Donc, tous les mouvements parasites, tous les mouvements de décoration, tu les enlèves. Donc, ouais, je sais pas Ouais, si j'ai répondu à la t'as bien question, mais répondu. Pour toi, c'est quoi tes leviers de progression dans le contexte des scènes de combat dans les mois et les années à venir? la mémoire, beaucoup. La mémoire, c'est un des trucs qui me fait défaut parce qu'encore une fois, moi, dans le parcours, j'apprenais. Alors, oui, j'apprenais une sorte de chorégraphie vis-à-vis du speedrunning où tu cherches à Hmm. refaire le parcours le plus rapide possible. Et souvent, l'idée, c'est préparer en amont, c'est quand tu as le temps, en général, dans les compétitions, en tout cas dans les compétitions qu'organisait la Fédération de gymnastique, puis compétitions de parcours, les Coupes du Monde, tu avais toujours un jour de préparation. Un jour et puis quelques heures avant ta compétition, donc tu pouvais venir sur le terrain, étudier les obstacles. Ok, là, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux si je fais un saut de chat? Est-ce que c'est mieux si je fais un détente? Est-ce que c'est mieux si Hmm. j'arrive un pied? Est-ce que c'est mieux si j'arrive deux pieds? Là, entre ces deux obstacles-là, est-ce que j'en mets deux? Et une fois que tu as craqué un peu le code de ta course, là, tu vas l'exécuter. Donc, effectivement, tu l'apprends par cœur et tu vas essayer de l'exécuter comme tu l'as répété le jour de la compétition. Mais là, en combat, il y a beaucoup de mouvements différents à apprendre, beaucoup de combinaisons de coups. Ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 40, 50 coups. Et, euh, et même si on revient souvent dans les mêmes schémas avec voilà, un crochet, un direct, un uppercut, un coup de pied, un circulaire, un sidekick, bah, c'est comment tu vas les enchaîner les uns après les autres et puis ajouter du rythme aussi. Donc la mémoire, le rythme, c'est-à-dire que de faire une choré en faisant 1, 2, 3 et une choré en faisant 1, 2, 3, Hmm.
C'est-à-dire que tu vas mettre un premier coup, peut-être les deux derniers, les autres tu vas les enchaîner, après tu vas mettre un temps de pause, tu vas enchaîner sur quelque chose. C'est ce travail-là de musicalité que moi je dois travailler vraiment maintenant. Et ouais, mémoire. Et après, il y a toujours la technique, bien sûr, de mieux mettre ses coups de poing, mieux mettre ses coups de pied. Mais ça, ça c'est un travail d'une vie, je pense. Je pense que tu passes ta vie à parfaire cet outil-là. Mais ça commence à aller mieux de ce côté-là. Mais ça va être vraiment maintenant le rythme. Et après, la complexité, c'est-à-dire que effectivement le style de combat réaliste est moins technique que, Hmm. encore une fois, les trucs de kung-fu. Il y a beaucoup de gens qui viennent du kung-fu qui sont super forts en Corée de combat parce que c'est extrêmement compliqué, les séquences de mouvements qu'ils font, et puis l'amplitude, encore une fois, qu'il faut avoir pour accomplir ces 10 mouvements. Et, et du coup, ouais, moi, faut que j'augmente mon bagage technique. Et il y a tout un travail aussi que je dois faire au niveau du sol. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler la percussion, donc coup de pied, coup de poing. Maintenant, il va falloir travailler tout ce qui est au sol, Hmm. projection, JJB, clé, t'en fais? etc. Ouais. Alors, j'en ai fait quelques fois. Moi, j'ai pas kiffé le JB. Voilà, je sais que c'est un peu un blasphème. Ouais, t'as Tout le le monde droit est de fan pas. de JJB. Moi, j'ai Qu'est-ce que ouais, t'as pas ouais. aimé? Peut-être c'était le groupe où j'étais. Peut-être c'était le groupe où j'étais. On était Ok. tout le temps au sol. Moi, j'aime bien quand on Hmm. fait quand même de la lutte un peu debout. Bien quand on fait de la lutte debout, quand ça se saisit, quand ça se projette. Là, on commençait direct au sol. Et en fait, quand t'es nul, c'est ça le problème, quand t'es nul en JJB, bah, tu te fais écraser par, Ouais. par les mecs trop balèzes. Donc, t'essaies de t'en sortir comme tu peux. Mais bon, la plupart du temps, j'étais par terre en train de souffrir, quoi. C'était pas très fun et j'ai pas appris grand-chose. Voilà, À c'est ça. revoir plus tard pour développer ces skills-là au sol, Oui. quoi. Comment t'es arrivé dans ce monde de la cascade, acrobate, etc. Bah, je pense que tous les gens du parcours ont plus ou moins l'envie de faire de la cascade. C'est-à-dire qu'on Ouais. fait de la cascade, hein. C'est-à-dire que si il y a la cascade, les gens qui font des chutes, des sauts, du combat, de la chorégraphie de combat dans les films, en Hmm. soi, le parcours, c'est de la cascade, hein. C'est du Jackie Chan. Jackie Chan, dans les années 80, il faisait du parcours. On a tous vu Matrix, on a tous vu Yamakasi. C'est ça qui, en tout cas pour ma génération, moi je suis de 91, c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier, quoi. Moi, j'ai vu Yamakasi, j'ai vu Hmm. Matrix, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et, mais jamais je m'étais vraiment dit, ah, c'est possible d'aller travailler là-dedans. J'ai dérivé vers la compétition parce que je faisais du parcours pour le fun avec mes potes, et puis dans la compétition, je trouvais une sorte d'objectif. Euh, je me suis cherché peut-être à me distinguer. Chercher à me distinguer par rapport au reste du groupe de parcours, dire que la compétition commençait à prendre de l'ampleur, et c'était un milieu où je voyais que je dirais que c'est plus facile dans certains contextes et plus dur dans d'autres contextes. Je m'explique, parce que vis-à-vis du parcours, tu as le parcours brut, qu'on va mettre des guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de savoir c'est quoi le vrai parcours et le faux parcours, mais dans la manière la plus pure du parcours, on va dire, c'est juste des mecs qui sont dans la rue, qui sautent sur des murs. Le problème de sauter sur des murs, c'est que ça fait peur. C'est que ça fait peur, surtout quand on commence à faire des sauts en hauteur ou des sauts très grands. Et moi, j'étais quand même assez. J'avais vraiment du mal Ok. à gérer ma peur, quoi. J'étais pas très courageux de base, on va dire. Moi, j'ai des potes, par exemple, quand on a commencé à La Réunion, j'avais des amis quand on était lycéen. Tout de suite, ils lançaient le salto arrière, ils faisaient les sauts, ils réfléchissaient pas. Moi, j'étais vraiment en PLS, quoi. Alors, je me suis fait violence tout au long de ma carrière. J'ai quand même fait des gros Hmm. sauts. Tu vois, j'ai fait le manpower, j'ai Hmm. fait quelques gros sauts à Santorini. Il y a quelques gros sauts que j'ai fait dont je suis fier, mais pas au niveau d'un mec comme Dom Tomato ou d'autres collègues qui faisaient des sauts de taré, tu vois, ou d'un Teddy Ponceau pour les Français, ou la Wheezy Gang, ou même Léo Urban, tu vois. J'ai pas fait des sauts aussi engagés que ces mecs-là, ou mes potes de Blacklist, que ce soit Abdallah Marega, Nabil Adi, Mehdi Adim, eux, ils faisaient vraiment des gros sauts. Et dans la compétition, si tu veux, il y avait tout là. C'est-à-dire que je pense que j'étais aussi limité. J'étais aussi limité en termes de facultés physiques que j'avais. C'est-à-dire que, mine de rien, le parcours, ça reste, en tout cas, encore une fois, si on parle juste de gros Hmm. sauts et d'aller vite, ça reste un sport où tu es limité par tes qualités athlétiques. Alors toi, tu en sauras plus que moi sur ce niveau-là. Moi, je suis pas un expert de la préparation physique, mais t'as quand même, j'ai l'impression que tu as quand même un potentiel génétique que tu peux atteindre en termes
de 100 mètres, voilà, à quel point tu peux courir vite, à quel point tu peux sauter loin. Et il y a une marge d'amélioration sur la technique, mais elle est quand même très réduite. Et en fait, dans le speedrunning et dans le chase tag, c'était des disciplines qui n'étaient pas Mm. juste des concours athlétiques. C'est pas qui est capable de générer un maximum de puissance, hein, sur le moment T qui va gagner. Parce que mine de rien, quand tu as peur de faire un gros saut en parcours, c'est aussi parce que peut-être tu n'as Mm. pas les capacités de faire ce saut-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec l'entraînement. C'est-à-dire quand tu mesures tes sauts, quand tu mesures tes sauts dans des conditions réelles, enfin dans des conditions sécuritaires, c'est-à-dire que tu vas dans un bac à sable, tu sautes, tu fais, je sais pas, 17 pieds. 17 pieds, je sais pas combien ça fait. En Ouais. fait, on compte en parcours, Vous avez vos on n'a propres pas de pieds. mètre, donc on compte avec nos pas comme ça, là. Et après, en fait, ça dépend, parce que t'en as un qui fait du 42, il va dire, ouais, j'ai sauté 20 pieds, et l'autre, il fait du 45, Ouais. il dit, ah, ben, j'ai sauté Euh, 20 pieds, c'est pas pareil. Mais enfin, quand tu mesures ton saut dans une configuration de sécurité, et ben si tu fais 17 pieds et si tu arrives à un saut en hauteur qui fait 17 pieds, ben naturellement tu vas ouais. avoir vraiment peur de le faire parce que tu sais que c'est ta limite. Alors que si ta limite c'est 17 pieds et que tu arrives sur un saut, je sais pas moi, de Hmm. 13 T'as pieds, de bah la... tu t'en fous, Ouais, tu t'as de dis la ouais, ça fait marge. 13 Mais pieds, je m'en bats les je couilles. me rappelle, je sais plus si c'était David Bell qui avait dit, peut-être que c'était pas lui, que en gros, si tu avais peur de faire quelque chose, c'est sûrement que tu n'étais pas prêt pour le faire et qu'en fait, il fallait toujours cette progressivité où, alors, je sais, maintenant j'ai un doute si c'était David ou si c'était un des gars de chez Origins peut-être, c'était peut-être René ou quelqu'un d'autre qui disait que en gros, tu voulais être sûr de toi. Faut que tu sois sûr à 100... Non, je crois que c'était David. Faut être sûr de toi à 100% que tu es capable de le faire parce que si tu doutes, bah, il y a une chance que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas et que tu es en hauteur et que c'est dangereux et qu'il y a un potentiel de chute, ben c'est des risques auxquels, idéalement, faut pas se confronter, quoi. Bah ouais, c'est des conséquences Ouais. qui peuvent aller jusqu'à la mort. Enfin, si t'es sur un toit, si tu fais un saut que tu te loupes, Hmm. tu en crèves, quoi, littéralement. Et c'est bien que les fondateurs du parcours, que ce soit David ou c'est la génération de David, et les gens qui ont suivi, ont quand même mis en avant ces valeurs-là de dire, les gars, faites attention, c'est pas juste on se jette et on advienne que pourra. Alors, t'as des Hmm. pratiquants un peu plus freestyle, encore une fois, pour le renommer, mais Dom Tomato, qui est un peu plus en mode vas-y, bah les couilles, on y va. Malgré tout, quand tu discutes avec lui en off, tu vois qu'il s'entraîne, tu vois qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a un passé d'athlète. Enfin, c'est pas juste un mec qui prend de la drogue et qui saute partout. mais, euh, mais ouais, du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu t'entraînes dans la rue avec tes potes, c'est plus souvent qui a les Hmm. plus grosses couilles, quoi. Qui va le faire, tu vois, toi t'as un peu peur, l'autre il arrive, il le fait, tu fais, ouf. Et des fois, c'est mieux de pas le suivre, en fait, même si ton pote l'a fait, bah, c'est mieux de pas le suivre. Pourquoi? Parce que ça se trouve, en fait, ton pote a des Hmm. capacités beaucoup plus élevées que les tiennes. Et en fait, c'est ce que je me suis rendu compte en allant dans la compétition. Mais en fait, je suis allé dans la compétition parce que tu avais plus de marge de manœuvre de progression. En fait, tu avais Hmm. beaucoup plus de travail technique, tu avais beaucoup plus de travail méthodologique aussi. Encore une fois, sur ce que je disais tout à l'heure, comment tu casses ta route et comment tu la planifies. Et ça me plaisait beaucoup parce que je sentais que je progressais vraiment, en fait. Je pensais que je progressais vraiment. Et après, j'ai rencontré Oui. aussi dans la foulée Mitch Todorovic, qui a été une de mes plus grandes inspirations, qui lui déjà s'inspirait de. Enfin, voilà, il m'a Hmm. initié à Charles Pouliquin, il m'a initié au travail de aussi Barkoshansky, Verko, ouais. je sais jamais comment dire son. Barkoshansky avec Super Training, toutes les méthodes Hmm. d'entraînement pour sauter plus Hmm. loin, pour mieux récupérer, etc., etc. Et puis après, je suis allé dans l'haltérophilie, dans d'autres sports, et j'ai commencé à avoir cette marge de progression. Et du coup, pour revenir à la question initiale, comment je suis arrivé dans la cascade, je suis arrivé au bout, en fait. En fait, je suis arrivé à 29 ans, j'ai fait ma dernière compé à Sofia en Bulgarie, j'ai fini quatrième du classement mondial en parcours de vitesse sur ma dernière compé, et j'avais 29 ans, j'allais sur mes 30 ans, tous les mecs devant moi, ils avaient 22 ans. Tous les mecs devant moi, ils avaient 22, 23 ans, et en fait, au bout d'un moment, tu dis, ok, peut-être je peux encore m'entraîner comme un dératé, parce que je m'entraînais sous Jérôme Simian, et j'avais jamais autant progressé que sous Jérôme Simian, qui est le Hmm. préparateur physique de Kevin Mayer. Et du coup, je me dis, ok, et oui, la réalisation, c'était ça aussi. C'était quand je te dis ce potentiel génétique que tu atteins, c'est-à-dire que je mets toute ma vie là-dedans. Je pense qu'à ça. Je suis entraîné par le meilleur préparateur physique de France, sinon l'un des meilleurs du monde. Euh, je voyage le monde pour m'entraîner avec les meilleurs. Je dédie ma vie qu'à ça. Je finis que quatrième devant des mecs qui s'entraînent Hmm. même pas. C'est-à-dire que les mecs s'entraînent, Mais oui, ils sont pas ils sérieux sautent dans comme la toi, rue, ils ont pas mais la structure d'entraînement, le ils sont pas. suivi, la... Ouais, ok. Bah oui.
Et là, tu dois te rendre à la réalité que le sport est injuste. Que Ouais, non, mais c'est c'est ça. vrai. On n'arrive pas tous avec les mêmes Tu cartes. Et vois. je pense qu'il y a une histoire de maturité de la discipline aussi. Parce que peut-être que si toi, t'avais trouvé, enfin, si, non, si le sport, si toi, t'étais arrivé dans le monde 5, 6, 10 ans plus tard et que le sport était déjà à maturité et que tu avais pu l'entamer bien plus tôt dans ta carrière, c'est possible aussi que ce soit Oui. une histoire de timing au final et que des fois, tu as avantage à être tôt sur certains trucs, mais des fois, c'est un désavantage parce que tu es juste un petit peu trop tôt avant que ça explose. Et au final, on sait que l'âge va jouer aussi. C'est pas une excuse, mais c'est un facteur de performance. Et quand tu parles d'explosivité, quand tu parles de ces qualités-là, comme tu l'as dit, il y a une grande marge de progression et toi, t'en as été l'exemple aussi. Hein. Tu as des notions des progrès que tu as pu faire, par exemple, en broad jump ou en saut de cloche ou des choses comme ça au cours de tes années de pratique? Ouais, ouais, ouais. Par exemple, je sais pas, mon saut était à environ 280 cm, Hmm, 285 cm, mon broad jump en 2000. Oh, c'était quand que j'avais mesuré ça? hmm, C'était en hmm, 2014, 2015, 2015. En 2021, 2022, il était plus autour des hmm. 300, 310 cm. Donc, bon, c'est pas non plus, tu gagnes presque 20 cm, tu vois, mine de rien. Et du coup, c'est ça aussi que tu te rends compte. Tu te dis, putain, j'entraîne comme un ouf, j'ai gagné 20 cm. Et pareil, je sais pas, mon saut de détente en courant, il était en moyenne autour de 16 pas, et puis il a fini vers Hmm. les 20, 21 pas, tu vois. Mais, euh, mais, mais du coup, il y a eu cette réalisation, ouais, que, bah, en fait, moi, j'ai commencé ma carrière, j'avais quoi, 23 ans, un truc comme ça, où vraiment j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, donc c'est super tard dans la carrière d'un athlète. Encore une fois, il n'y avait pas de, enfin, il y avait Hmm. pas de Hmm. compétition de vitesse, ça existait presque pas, quoi, à l'époque. Et je pense que j'étais l'un des premiers athlètes avec Mitch à vraiment s'entraîner Hmm. comme des athlètes, quoi. On regardait les reportages des athlètes, on essayait de s'entraîner comme des athlètes, mais il n'y avait pas de. Nous, on aurait adoré avoir des coachs sérieux et s'entraîner comme des athlètes, mais il n'y avait pas de marché et puis il n'y avait pas de coach. Donc du coup, ouais, t'arrives à la réalisation de ça, tu dis, ok, là, je vais avoir 30 ans, les mecs de moi, ils ont 22 ans. Peut-être, sincèrement, si je me serais entraîné encore un an à fond, parce que, encore une fois, Hmm. j'avais vu que de la progression. C'est-à-dire qu'à 29 ans, quand je me suis arrêté, je me suis pas dit, Hmm. oh, j'étais plus fort il y a 3 ans. Non, j'ai jamais été aussi fort, rapide, euh, efficace que à mes 29 ans. Et c'était pas du tout de se dire, je pense que si je m'étais entraîné encore un an et que toutes les cartes s'alignaient, j'aurais peut-être pu finir premier du Hmm. classement ou au moins dans le top 3 à un moment Hmm. donné, l'année suivante. Le problème, c'est que, encore une fois, en tant qu'athlète, tu sais jamais ce qui va se passer. Parce que moi, par exemple, juste avant ma compé à Sofia, je me suis cassé enfin, juste avant, un mois avant, je dirais, je me suis cassé le petit doigt de pied. Alors, ça paraît con. J'étais au Fitness Park, je m'entraîne comme ça. Il y a des mecs qui avaient un peu mal rangé leur barre, et puis moi, je m'entraîne les pieds nus. Après, on va dire que c'est peut-être ma faute. Mais la barre est tombée sur Hmm. mon pied, quoi, et ça l'a pété, comment, Ouais. genre, sectionné le truc. Donc, bah, ça te bloque sur ton entraînement Hmm. pendant 3 semaines. Ça, au bout de 3 semaines, ça allait mieux. Mais du coup, ça c'est juste avant la compé. Et pareil, en 2019, je me fais mal à la plaque plantaire, juste avant ma saison de compétition. Bah, toute la saison de compétition. Alors, j'ai réussi en mettant des coussinets sous mon pied, Hmm. en me glaçant le pied toute la journée, à finir quand même cinquième du classement en 2019. Mais j'aurais pu finir Hmm. facilement troisième ou deuxième, ou peut-être même taper premier Ouais, sur puis certaines compés à la ce grosse moment-là. différence entre le sport de haut niveau et surtout dans un sport encore niche et en développement comme le parcours et le parcours de vitesse à ce moment-là, où en fait, tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Et si tu veux rentrer avec des sous pour payer ton loyer et continuer à t'entraîner, eh ben, il faut finir premier ou dans les premiers. Et t'as pas le droit à l'erreur, en fait, et tu peux pas juste te pointer et faire le taf et ça suffit. Non, il faut que tu sois absolument dans les meilleurs. Donc j'imagine ça joue aussi dans la balance en se disant putain, je m'entraîne tellement dur. À chaque fois, il me manque juste un petit truc. Si c'est tout aligné, j'y arrive, mais au final, t'as pas de garantie derrière, quoi. Non, t'as pas de garantie derrière, mais ça, le point de vue économique, c'est quelque chose dont pas beaucoup de monde parle parce que l'autre truc, la grande injustice, parce que moi aussi, en parallèle de ma carrière d'athlète, Hmm. j'ai toujours été acrobate à côté. C'est-à-dire que j'habitais chez mes parents, donc je payais pas de loyer, mais je voulais pas que. Nous, on est de la classe moyenne, tu vois, pour être tout à fait transparent. Ma mère, elle gagnait environ 4000 balles par mois, donc c'est plutôt très bien, mais mon père, c'était la dépression, Hmm. enfin bref, il gagnait pas beaucoup de thunes. Donc
Au final, ma mère, elle aurait pu me filer de l'argent, tu vois, si je lui avais demandé, mais moi, je voulais quand même me démerder par moi-même, tu vois, je voulais pas juste dépendre de mes parents toute ma vie. Et du Hmm. coup, j'ai toujours été acrobate à côté. Donc j'ai jamais, j'ai été intermittent en 2020. Pour ceux qui connaissent intermittent, c'est une sorte de régime de chômeur un peu spécial, un peu incroyable. Je pense que ça va sauter bientôt parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours Ouais. travaillé dans le spectacle. Donc j'ai toujours fait des petits spectacles, notamment avec mes amis du groupe Blacklist. Donc Mehdi Hadim, qui est l'un des mecs qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait entrer sur quelques projets. Donc on a fait des spectacles pour des entreprises, on a fait des pubs. Par exemple, Sébastien Foucan nous a mis sur la Hmm. pub, une pub pour Oakley. J'ai toujours fait des petits trucs à côté. Et en fait, tu commences à réaliser, putain, mais en fait, la compétition, c'est un spectacle de bénévoles. À part pour les trois premiers, c'est un C'est spectacle vrai, de... parce que ça a toutes c'est les vrai. caractéristiques d'un Pour le spectacle. public, ouais, ouais. C'est-à-dire, à un moment T, Ouais. on vient Hmm. performer, il y a un public, Hmm. il y a des organisateurs, il y a des juges. Dans un spectacle, il y a un public, on vient performer à un moment T, il y a un metteur en scène, il y a des gens à la régie qui préparent le spectacle. Et en fait, dans le spectacle, tout le monde est payé. On va part le public qui vient, qui paye pour voir le show, Ouais. mais tout le monde Hmm. est payé. Le metteur en scène, il est payé, les acrobates, ils sont payés, même le mec qui tient, qui nettoie la salle, il est payé. Dans la compétition, tout le monde est payé, sauf les athlètes. Et en fait, Il y a un tu dis, non mais problème, ouais. attends, il y a un problème dans votre truc. Et en fait, il y a, je- encore une fois, moi, je veux voir Ouais. les comptes. Je veux voir les comptes des Ouais. fédérations qui organisent les compés. Pourquoi vous payez pas Hmm. les athlètes à la participation? Alors, ça dépend des compés. Bien sûr, le club de gymnastique de Villeneuve-Saint-Georges, j'imagine qu'il a pas d'argent pour faire participer les Hmm. poussins aux compétitions, tu vois, pour donner de l'argent aux mais ce dont je te parle là, c'était pareil sur Ok. Ninja Warrior. C'est-à-dire que sur Ninja Warrior, j'ai fini en 2016, j'ai fini premier, c'est-à-dire que je suis l'athlète qui allait le plus loin dans les compétitions. Je suis tombé au dernier obstacle malheureusement. J'ai perdu de l'argent, c'est-à-dire que j'étais pas payé pour ma participation. J'étais pas défrayé sur mes repas de midi avec mon père. On a Putain. perdu de l'argent sur le Ouais. truc. Alors Ouais. derrière, j'ai eu des opportunités. J'ai été invité aux États-Unis, j'étais invité en Allemagne, D'accord. et eux m'ont payé à la participation. Tu vois, ils m'ont filé, je sais pas, 1500 balles à chaque fois. Mais en France, c'était gratuit quoi. Et pareil, l'équipe TV m'invite pour. On avait gagné le championnat d'Europe de chase tag avec mon équipe Blacklist. On a été coaché par Sébastien Foucan, donc super. L'équipe TV veut faire un reportage là-dessus. En fait, veut m'inviter dans un truc qui s'appelle les sports insolites Hmm. pour faire le commentaire de la compétition. Je connais la télé française, je sais qu'ils allaient pas me payer. Donc j'y vais, je me dis, oh, peut-être ça va me faire de la pub et tout. À la fin du truc, je suis resté, je sais pas, 3 heures, 3 heures, 4 heures là-dedans. France Piron, je la cite, je m'en bats les couilles. On finit le truc, ils me disent, ah, est-ce que t'as faim? Ouais, je dis, bah ouais, on a commencé, je sais pas, à 13 heures, on finit à 17 heures. Je dis, ouais, ils ont une cafétéria, ils m'amènent à la cafétéria. Moi, je prends un sandwich, je prends un cookie, je prends un truc. On arrive pour payer. Ah, ça fera, je sais pas, 20 euros, quelque chose. Et là, France Piron, elle me regarde, elle me dit, ah, tu crois que je vais payer en plus? Je dis, bah ouais! Je dis, bah ouais! Putain. Elle me dit, ah oui, bon, bah d'accord. Mais bon, je ferai une note de. Tu sais, genre, elle a dit, je vais demander une facture. Et je suis en mode, vous êtes Ouais. Ouais. vraiment des bâtards, quoi. Vous êtes là en train de. Les athlètes, ils se donnent à fond, ils donnent leur vie. Et en fait, parce que les Hmm. athlètes, on est passionnés. On est habité par notre. Quand t'es athlète, quand tu veux être champion du monde, quand tu veux gagner, ou même juste t'aimes ton sport, tu t'en fous, en fait, de perdre de l'argent. Parce Ouais. que t'aimes tellement ce que tu fais que tu t'en fous. Et je pense que beaucoup de gens profitent de ça. Mais si tu veux, la réalisation, encore une fois, je suis à la compétition organisée par la Fédération internationale de Mhm. gymnastique, donc c'est pas un Mhm. petit truc, tu vois, c'est une grosse Mhm. fédération qui est multicentenaire. Enfin, bon, j'ai pas regardé de quand est-ce qu'elle était née, mais c'est une grosse fédération qui siège au comité olympique, qui organise cette compétition. Ça coûte très cher, ils nous mettent dans des hôtels 4 étoiles, ils font voyager tout le monde. Et en fait, si t'es pas dans les trois premiers, t'as pas d'argent. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui. Si je... En fait, je commence à faire un calcul. Ok, si je gagne toutes les compétitions, je peux m'en sortir avec peut-être 30 000 euros par an. Ça, c'est vraiment si tu gagnes tout, quoi. Tu gagnes tout parce que tu gagnes Mhm. 6500 balles pour la première place. Donc tu fais ça x 3, t'es à environ 19 000, t'as une prime encore de 6 000 balles. Ouais, non, même pas, tu vois, j'étais à Ouais. 26 000, un Ouais. truc comme ça, euros par an. 24 000 euros. Et tu te dis, Ouais. ça c'est si je gagne toutes les Ouais. compétitions, que je fais aucune faute, que je me blesse pas, qu'il y a personne de plus. Parce que ce qui se passe aussi sur les compétitions, tu dis, ok, il y a lui, il est bon comme ça, il est bon comme ça, je suis meilleur que lui là-dessus, meilleur que lui là-dessus, là je peux le battre si je travaille plus mes forces par rapport à ça et tout. Et tu te rends compte que
Il y a un nouveau mec qui sort de nulle part. C'est arrivé une ou deux fois. Il y avait un Tchèque, il s'appelait, je sais même plus comment il s'appelait ce bâtard. Un mec de 18 ans, balèze et tout, super grand, super explosif. Le mec, il nous a défoncé. Il est arrivé à Montpellier, il a fini premier. On a fait, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? C'était pas dans les Et ça, tu peux calculs. pas le prévoir. Ah non, c'était pas dans les calculs. Donc tu peux pas juste Hmm. baser toute ta carrière et ta vie sur un gamble, sur un pari. Parce qu'en parallèle de ça, moi j'ai rencontré mon amoureuse en 2019. Et tout de suite, je commence à te dire, bah ouais, j'aimerais peut-être plus Hmm. vivre chez mes parents, j'aimerais peut-être fonder une famille. Et c'est pas en faisant mes compétitions bénévoles et que même si je suis premier, je gagne. Donc j'ai commencé, pour répondre à la question, désolé, j'ai un peu dérivé, mais, euh, mais j'ai commencé à me dire, ok, Hmm. je vais aller dans l'acrobatie. L'acrobatie, j'adore ça. C'est mieux que pour le coup, les spectacles de parcours, pour moi, c'était mieux que les Ok. compétitions. Parce que la compétition, Georges Saint-Pierre, il parle de ça. Il dit qu'il déteste combattre. Alors, il y a un peu d'hypocrisie là-dessus, je pense, mais je vois ce qu'il veut dire. Il dit, je déteste combattre. Tu crois que j'aime combattre, peut-être me Hmm. faire knocked out, me faire humilier, me prendre des coups, tout le monde crie, tout le monde me juge de pas dormir les jours avant mes combats. Tu crois que j'aime ça? Mais il dit, moi, ce que j'aime, Hmm. c'est la vie du combattant. Ce que j'aime, c'est le style de Hmm. vie, de pouvoir aller m'entraîner tous les jours, de pouvoir... euh, euh, ouais, voilà, c'est ça, m'entraîner tous les jours. Le but, c'est comment tu peux t'entraîner tous les jours sans être rongé par ah, faut que je paye mon loyer, ah, qu'est-ce que je vais faire, ah, il y a mon fils, il faut que je lui paye ses cours de piano. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas de fils qui Pas a des cours encore. de piano. Je sais pas si c'est la grande source de stress des gens. Ouais. Mais tu vois, la vie d'athlète, quand tu Ouais. réussis, elle te permet ça. Alors moi, elle m'a permis ça parce que j'étais chez mes parents, j'étais sponsorisé avec le loyer gratuit. Et du coup, juste, je vais revenir sur le truc d'acrobate, mais ce que j'ai réalisé aussi, donc ma dernière année d'athlète, donc 2020, euh, 2000, fin 2020 jusqu'à 2021, moi je suis allé fin 2020, je regardais des reportages sur Kevin Mayer. Et je vois, il fait des exos un peu chelous. Je dis, putain, c'est chelou son truc là, mais ça a du sens. Tu vois, il fait Hmm. des choses asymétriques, il fait des sortes d'étirements un peu chelous, il fait des sortes d'exercices pliométriques, mais t'as pas l'habitude de les voir. Tu te dis, ah, mais attends, mais. Et du coup, il faisait ses vlogs à l'époque, et tu vois, son préparateur physique et tout, Jérôme Simian, je me dis, c'est quoi ce truc là? Et je regarde Jérôme Simian, élève de Charles Poliquin, j'ai fait, bah voilà, Charles Poliquin est mort, j'ai trouvé ça. Franchement, la mort de Charles Hmm. Poliquin, ça a été une tragédie, Hmm. quoi, pour le monde de la prépa physique. Enfin voilà, moi je m'intéressais au truc, mais j'avais compris en tant qu'athlète que je pouvais pas et m'entraîner et passer mes journées à être Ouais. planificateur. Il fallait que j'ai un mec qui sache faire ça, qui me le fasse. Je m'entraînais sous Ryan Ford et ça avait marché son entraînement, mais je me dis putain, il y a un mec qui s'est entraîné sous Charles Poliquin, qui entraîne des athlètes de haut niveau, faut que j'aille le voir. Et donc je lui ai envoyé un message, j'ai fait ouais, salut, moi c'est Valentin, entraîne-moi s'il te plaît. Et il m'a dit ok. Comme quoi, des fois, il y a qu'à Il demander. m'a Hein. dit Si tu demandes pas, t'as mec, rien. Bien après sûr. c'est pas gratuit, tu vois. Mais en plus c'est cool un mec qui fait du Hmm. parcours, tu vois, c'est atypique quoi, un mec qui... Et puis quand je lui montrais mes vidéos, il voyait que je faisais déjà de la prépa physique, que je faisais déjà un mélange Hmm. entre de l'haltéro et de la plio et des exercices d'athlé. Là où je veux en venir, bon, on pourra revenir sur Jérôme Simian plus tard, mais c'est qu'en passant du temps avec Jérôme Simian, tu réalises que tous les athlètes haut niveau sont pauvres. Alors, t'as Kevin Mayer qui est la tête, maintenant, bon, il a arrêté sa carrière, il me semble, mais t'as Mélina Robert-Michon et Kevin Mayer qui sont des têtes de liste, qui ont été champions du monde dans leur domaine, et je pense que Kevin Mayer gagne très bien sa vie parce qu'en plus, il est beau gosse, il a le record du monde et tout, donc il doit être millionnaire sinon plus. Mais en fait, tous les autres, ils galèrent. Tous les autres de l'athlé, ils galèrent. Les gens du patinage, ils galèrent. Les gens du tennis, ils galèrent. Sauf, encore une fois, les premiers. Mais Hmm. c'est un mec parmi un million de... Enfin, j'en sais rien, je sais pas si c'est les statistiques, mais Ouais. c'est 1%, quoi. Encore une fois, on revient au capitalisme, mais c'est 1% de la population d'athlètes qui vraiment vivent de leur sport et pas forcément très bien, qui vivent pour Hmm. pouvoir subvenir à leurs besoins. Et tu te rends compte que tout le monde, ils ont un taf à côté, ils sont étudiants parce qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir gagner l'argent. Alors que les Ouais. mecs, ils sont super forts. Mais ils ne sont pas les champions du monde. Et en fait, tu commences à réaliser, tu dis, ok, bon, quel est mon chemin qui me reste si je reste dans le milieu de la compétition? Bah,
peut-être je pourrais finir champion l'année prochaine, mais c'est pas sûr. Ou alors je serai coach. Et puis moi, j'ai vu le milieu des fédérations, j'ai vu le milieu de la fédération. Alors, fédération de parcours, c'était plus mignon parce qu'il y a moins d'argent, mais c'était quand même des prises de tête ridicules. Et la fédération de gym, c'était des Euh, requins, quoi. Les mecs, ils font même pas de Je, parcours, ils je me organisent des rappelle championnats du d'ailleurs, monde de c'était un peu parcours. la polémique, il me semble, à l'époque, parce qu'il y a ce mouvement un peu grassroots du parcours. C'est un sport qui vient de la rue, pas au sens péjoratif, mais ça vient littéralement de la pratique. Ça n'a pas été structuré de base, puis après tu l'as fait. C'est que tu le fais, et puis c'est comme ça. Puis après, tu as des compétitions qui émergent, et puis après, tu as différentes peut-être positions ou voies ou perspectives sur la manière d'organiser une compétition. Puis après, tu as le freestyle, puis après tu as le speed, puis après tu as une grosse fédération comme la FIS qui vient et qui vient en gros s'approprier une partie de ce nouveau sport. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui y trouvent leur compte, d'autres pas. Mais moi, je me rappelle des conversations qu'on avait notamment à Origins et on a entendu parler pas mal de monde dans ce milieu-là à l'époque. C'est vrai que c'est beaucoup de politique, quoi. Non, bien sûr. Non, mais alors, on va dire les termes. La Mm. FIG, c'est un truc d'enculé. Enfin, c'est une fédération qui n'a aucune raison d'organiser des compétitions de parcours, qui coupe l'herbe sous le pied de tout le travail des mecs de Sports Parkour League, notamment, ou des indépendants comme les mecs de. Je sais pas, on avait Hop de Block comme grosse compétition à l'époque et tout. Le fait est que moi, j'y suis allé parce que je suis une salope. Parce que si tu veux, moi je voulais être athlète. Moi je voulais Mm. gagner ma vie en faisant du Mm. parcours. C'était ce que je voulais. Mais j'avais pas envie Mm. d'être un influenceur Instagram. Parce que quand tu veux gagner ta vie du parcours, c'est ça. Soit tu gagnes des compétitions genre Red Bull et tout. Moi je suis pas un athlète de freestyle donc je vais pas gagner de Red Bull. Soit tu es super fort en réseaux sociaux, tu fais des gros sauts, tu fais peut-être des mises en scène, des trucs comme ça, un peu comme. Il y a un mec qui se faisait beaucoup critiquer, mais il avait raison. Kiria à l'époque, il faisait des sortes de vidéos un peu rigolotes. Parce que le mec, pareil, il était trop fort, il gagnait des compés et tout, Mm. il avait pas de sous, c'était un russe, il avait pas de sous, il a commencé à faire des blagues sur TikTok, il est devenu, je sais pas, super riche. Donc, et moi, ça me faisait Ouais. chier de faire de Ouais. l'Instagram, moi je voulais m'entraîner. Et c'est ça, cette Ouais. mentalité-là, je la tire de Mitch Todorovic, tu vois, Mitch, c'est un Bah passionné oui, d'entraînement, bah, tu l'as à rencontré, deux ou Mitch, je trois pense. reprises Ouais, à Origins, je me rappelle. Ouais. T'es encore en contact avec lui? Ouais. ouais, ouais, tout le temps, on s'écrit, on Tu le s'envoie des petits salueras? Tu le messages et tout. Lui, il est salueras cascadeur ouais, ouais, aussi. à l'occasion. Donc, vas-y. Et, euh, Ouais. et Mitch, d'ailleurs, il est cascadeur maintenant. Et, mais moi, j'aimais juste m'entraîner. Je me disais, ok, j'aimerais bien m'entraîner et gagner des sous. Et pour moi, c'était la compé. Mais effectivement, aller aider la FIG, c'était la pire chose. Alors, le truc se casse un peu la gueule. Les compétitions de la FIG, c'est pas ouf. Et les gens s'en foutent. Au final, les gens s'en foutent du parcours de compétition. Parce que ce qui est intéressant dans le parcours, c'est pas la compétition. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vois un mec, putain, grimper sur un Ouais. immeuble et sauter. Ou faire un nouveau mouvement, ou être super fluide dans la rue, ou peut-être des mises en scène comme l'a fait Charles Poujade à un moment donné, qui faisait des sortes de mises en scène avec sa copine un peu rigolote. C'est ça que les gens aiment dans le parcours, le Ouais. travail de Storor, le travail de la Team Fat, le travail même de Brice Pool à un certain degré, si on peut appeler ça du parcours. Euh, c'est ça qu'on aime, quoi. C'est les mecs qui vont faire le manpower. Ok, il y en a qui l'a fait en saut, l'autre il le fait en salto, l'autre il le fait en double costal, l'autre il le fait en vortex. C'est ça qu'on kiffe dans le parcours, c'est Ouais. pas qui Et court le donc, plus vite. ça Mais bon, t'amène vers la réflexion de je vais m'entraîner et je vais qu'est-ce que gagner je vais des faire de sous ma vie? aussi. Voilà, et en fait, moi Mm. j'étais déjà acrobate à côté Mhm. et j'avais des potes dans la cascade, notamment Mitch dont on parle beaucoup. Mitch, lui, était dans la cascade depuis 2015. Il a fini par être doublure sur X-Men par un concours de circonstances où il devait être figurant sur le. Si je vais parler pour lui, mais il me semble que c'est ça qu'il m'avait raconté. Il devait être figurant sur le film parce que lui, il habitait au Canada à Montréal. L'acteur, le cascadeur qui doit doubler l'acteur Mhm. Nicolas Hoult, je crois il s'appelle, il se blesse. Ils ont personne sous la main, ils ont besoin d'un grand mec fort en parcours, fort en salto, qui fait les dimensions de Mitch. Ils disent, ah mais on a ce mec là, vas-y on le prend. Et ils l'ont pris et à partir de là, il a commencé à faire tous les films de la Terre. Du coup, Mitch, il finit sur ce film, donc ça m'inspire. J'avais aussi un de mes meilleurs amis, Mehdi Hadim, qui lui, pareil, était un super athlète de parcours, entraîné par les Yamakasi, incroyable. Et lui, il commençait à faire de la cascade Mm. parce que lui, il voulait être acteur. Et il a fini par faire de la cascade. Et donc j'avais quelques potes dans le parcours qui faisaient de la cascade. On avait aussi des figures comme Jesse Laflair qui était cascadeur. On avait quelques et puis David Belk, voilà, qui était cascadeur aussi, cascadeur acteur. Sébastien Foucan aussi qui a fait de la cascade et de l'acting à un moment donné. Donc il y avait quand même des mentors, des gens devant qui ouvraient la voie vers la cascade. Et je me suis dit, vas-y, on va tester. Et donc j'ai fait un an en tant qu'acrobate. Ah oui,
Et juste pour la petite histoire, à quel moment j'ai vraiment arrêté la compétition, je sentais que j'arrivais à un bout et je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce que je veux faire vraiment, qu'est-ce qui me plaît vraiment, est-ce que je veux faire de la compétition, est-ce que je veux être acrobate. Entre temps, j'ai passé un casting pour une compagnie de cirque qui s'appelle L'Oublié, avec Raphaël Boitel, qui avait comme projet de faire un spectacle, un truc unique au monde, spectacle Ok. sur une cathédrale. Donc un truc de ouf en 2022, littéralement, un spectacle de parcours avec du machinois, de la danse sur le toit d'une cathédrale. Et on a passé le casting et j'ai été pris au casting. Le casting était en même temps que les championnats du monde qui avaient lieu à Las Vegas, je crois, à ce moment-là, en 2022. Et en fait, je me suis dit, ok, si je suis pris au casting, j'arrête là. C'est un signe de Dieu. Alors, je suis pas religieux des textes. Je suis pas théiste. Je suis plutôt déiste. Je crois au soleil et à la Voie lactée. Mais Hmm. je me suis dit, ok, c'est un signe de l'univers, c'est un signe de Dieu qui me dit, bah, arrête la compé. Si t'as ce truc. Mais si je te dis, ça a Ouais, ouais. tombé la même semaine, quoi. Et donc j'ai fait ce spectacle-là et c'était incroyable. J'ai rencontré en parallèle Rémi Girard qui est devenu un super bon ami, qui est un athlète de parcours incroyable, Rémi Girard pour ceux qui connaissent. Et ma vie a changé, quoi. Ma vie a changé, j'ai adoré le milieu du spectacle. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. J'aurais dû faire ça depuis le début, j'aurais dû aller à fond là-dedans. Mais la compétition, je pense que j'en avais besoin pour me prouver des choses, me prouver que je valais quelque chose, me prouver que j'étais fort. C'était beaucoup lié d'un sentiment d'insécurité. Et une fois que j'avais fait ce travail-là, qu'effectivement j'avais gagné des trucs, j'avais fait des bonnes places, parce qu'en speedrunning, mine de rien, Hmm. j'étais contre des mecs super forts, quoi. J'étais contre Foski, j'étais contre. Merde, comment il s'appelle? Une espèce de d'Ukrainien, j'ai oublié son prénom. Il y avait ce Ouais. ce Tchèque là dont je te parle qui était Hmm. trop fort. Il y avait Minigoop. T'avais quand même des têtes d'affiche. Alors oui, il y avait des athlètes très forts du parcours qui venaient pas, mais t'avais des mecs très forts qui venaient et j'étais collé Hmm. derrière eux et des fois j'ai dépassé, tu vois. Et, euh, et là où je veux en venir, c'est qu'une fois que tu as travaillé sur toi-même et que tu as compris que t'es pas une merde et que tu t'es pas obligé d'être le numéro un et que tout le monde te voit à la télé pour avoir le droit de vivre, bah, être acrobate et être dans une troupe avec 5 autres personnes et tout le monde est applaudi pareil, c'est génial. Et en plus, tout le monde est payé. C'est-à-dire que Enfin. c'est-à-dire qu'on revient encore une fois, quand tu fais un spectacle, donc nous on l'a fait, on a eu 2 semaines de répétition, on a fait 5 représentations, 5 ou 6 représentations du spectacle, et ben il n'y a pas de spectacle à gagner en C'est fait, ça. chaque fois tu as gagné le spectacle. Alors bien sûr il faut être bon pour que la compagnie te reprenne, parce qu'on a fini par refaire ce spectacle-là sur les toits du Palais Royal, je t'enverrai, je Ok. t'ai pas envoyé des vidéos de ça, je t'enverrai, et Ouais. c'est un truc de ouf quoi, c'est un spectacle de parcours Ouais. sur des monuments publics, et là c'est beau, tu transmets un truc, il y a le public, t'es avec ton équipe, c'est pas du tout un truc de Hmm. compétition de qui va Hmm. gagner ou quoi, on a tous gagné. Et en plus, le fait que tout le monde soit payé, bah, ça calme les égos un peu de tout le monde, quoi. Quand tu fais un truc, tu le fais aussi C'est parce que tu intéressant ce que kiffes. tu dis là, ça me fait penser à alors ce que tu as dit juste avant, le fait que le parcours à la base, c'était pas fait pour voir qui allait le plus vite, qui gagnait quoi, et qu'au final, c'est une expression artistique qui, forcément, comme la majorité des sports, a alors, dévié pas au sens péjoratif, mais qui est parti dans le côté de la compétition parce que ça semble être un petit peu la suite logique. C'est le même débat dans le skateboard, dans même ce que tu vois en snowboard et en ski freestyle, etc. Où maintenant c'est codifié, c'est structuré, mais au final, les mecs ils jamment et c'est cool et ça se professionnalise, mais à la base, c'est de l'expression artistique au final. Et là où je veux en venir, c'est comme tu dis là, tu as peut-être trouvé en fait un canal pour t'exprimer au travers du parcours, en tout cas certains skills que tu as appris dans le parcours, dans une expression artistique qui te convient parce que tu l'as toujours fait déjà. Et en plus de ça, ça te permet de payer ton loyer et d'être au final d'être apprécié à ta juste valeur pour ce que tu vas pouvoir fournir quoi, comme performance. Non, tout à fait. Et pour revenir juste sur cette histoire de compétition, pas compétition, voilà, c'est des trucs que Mhm. tu vois dans le skate, c'est des trucs que Mhm. tu vois dans l'escalade aussi, c'est des trucs que tu vois dans le snowboard et tout. Au final, ce que les gens kiffent, c'est pas voir la compétition des Jeux Olympiques de snowboard ou de voir. Ce que les gens kiffent, c'est voir, ah, est-ce que le mec il a fait un nouveau. Alors, je connais un au skateboard donc je vais fermer ma gueule, mais pareil dans le skate, ce qui est intéressant, c'est est-ce que le mec il a fait les marches de Lyon avec un flip en Ouais. plus ou une nouvelle figure, qui est le champion du monde de skate, en fait, on s'en fout complètement, quoi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les mecs qui poussent le sport dans leur retranchement, qui ont un flow de ouf, Mhm. et c'est pareil dans le parcours, encore une fois. Donc, je pense que la compétition, c'est un truc pour faire du cash, quoi, pour Pas les pour vous. organisateurs surtout. Bah Ouais. pour peut-être le Ouais. premier qui fait un peu de Mhm. cash pendant 1 an ou 2, mais les organisateurs, c'est ça, les compagnies comme Red Bull, ils s'en mettent plein les fous, ils sont contents. La fédération de gym aussi, ils doivent gagner de la thune, alors Mhm. je sais pas comment, mais ils doivent en gagner.
Mais ça, c'est pour gagner de l'argent plus qu'autre chose. Ce qui nous a plu à la base dans ces sports-là, c'était cette liberté en plus. C'était la liberté de, viens, on va là, on grimpe là-dessus. Enfin, voilà, les meilleurs souvenirs que j'ai dans ma vie, c'était pas mes compétitions. Alors, le travail d'entraînement des compétitions, c'était incroyable. L'intensité à laquelle tu vis quand tu Mm. veux gagner, encore une fois, j'en parlais avant le podcast, mais ça vaut tout l'or du monde. Mais plus l'entraînement que la compétition en elle-même, au final. C'est vraiment plus le moment avant la compétition. Ouais, Et pour parler vas-y, t'allais justement dire un truc? de tes entraînements, euh, est-ce que, et tu as dit, hein, tu aimais t'entraîner, c'était ce que tu aimais depuis le début au final, et la compétition était un canal d'expression de cet entraînement et de ce développement physique personnel que tu faisais. Ça a été quoi, si tu regardes maintenant sur tes années d'entraînement, notamment pour le parcours, on viendra sur la cascade après, dans le parcours, quels sont peut-être certains mythes ou certaines idées reçues que tu avais au début de tes entraînements que tu as complètement changé au fur et à mesure des années, ton expérience avec Jérôme et de tout ce que tu as fait au fil des années? Bah en fait, dans le parcours, comme c'était une pratique assez nouvelle, il n'y avait pas vraiment de Mm, mythe ou de dogme, tu vois, vis-à-vis de ce qu'on est capable de faire. Les gens ont toujours été super ouverts à... Enfin, je me souviens, moi, Christophe Picot, en 2009, il me dit, ah ouais, je veux faire le Man Power. Donc le Man Power, c'est un grand saut un peu iconique à Évry, dans le sud mm, dans le sud de Paris. Il dit, ah, je veux le faire en salto avant et tout. Et tout le monde disait, mais non, mais attends, mais c'est impossible et tout. Et en fait, il s'est avéré que, je sais pas, 2 3 ans plus tard, quelqu'un l'a fait en salto avant, et puis quelqu'un l'a fait en double costal, et puis, tu vois, en fait, on ne sait pas c'est quoi les limites de notre sport. Donc on n'est pas mm, bridé par des mythes ou des trucs comme ça, par des dogmes. Ce qui est peut-être un peu différent dans l'athlétisme. Enfin, ça va être dur de battre le record du Usain Bolt, ça va être dur de battre le record mm. de triple saut. Tu vois, c'est des records qui bougent pas, quoi, depuis, je sais pas, 10 ans. Alors, j'ai pas Mais revérifié pour le si on triple regarde saut, ta mais manière de t'entraîner, la manière dont tu as approché ouais, l'entraînement, qu'est-ce que tu faisais au début en gros et qu'est-ce que tu faisais très différemment à la fin de ta carrière de parcours? à la fin. Bah, je pense qu'au début, l'entraînement un peu que tout le monde faisait, c'était alors, c'est cardio, mais je déteste ce mot parce qu'il englobe tout et rien, mais une espèce d'entraînement avec une intensité moyenne sur une longue période. Tu vois, beaucoup de Mm, quadrupédie, mm, beaucoup de chaises, beaucoup de faire 2000 pompes, des trucs comme ça. En fait, on faisait des trucs comme ça, mais encore une fois, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été vite pris sous l'aile d'Axel Dupré, qui lui était élève en STAPS et qui était très sensible à la préparation physique et tout de suite s'inspirer de mm, méthodes d'athlète pour s'améliorer. Donc j'ai toujours fait un peu de pliométrie, tu vois. J'ai fait de la quadrupédie et ces trucs-là, notamment quand je m'entraînais un peu avec les Yamakasi ou l'école mm. de l'art du déplacement académie, qui est un entraînement qui mentalement te pousse et je pense que c'est important de voir à quel point tu peux pousser ton retranchement. Non, tu peux être poussé dans tes retranchements physiques, mais je pense que les gens du CrossFit connaissent ça aussi. Pas besoin de faire de la quadrupédie pendant 2 heures pour ressentir ça forcément. Mais, euh, mais ouais, ce qui a changé, je dirais, c'est que là où j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, parce qu'au début, on sautait, on faisait un peu de pompe, un peu de squat, voilà, quand on était ado. Et à partir de 2012, là, j'ai commencé, c'est un an, on va dire 2013-2014, j'ai rencontré Mitch, et là, j'ai commencé à regarder, ok, comment on fait pour Mm, pas se blesser. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout comment tu mets en place des outils pour pas te blesser. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 22-23 ans, mm, beaucoup de gens sont niqués. Ils ont mal aux genoux, ils ont mal aux chevilles, ils ont mal au dos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prépa physique. Parce que c'est vraiment oh, je sens le saut, vas-y, je le fais. Il y a des échauffements, il n'y en a pas vraiment. Et je pense qu'il a changé vraiment, c'est une sorte de mise en place de plein d'outils différents que j'ai piqué un peu à gauche à droite, histoire de pas me blesser. Et tu vois, aujourd'hui, à mm. 34 ans, j'ai pas de blessure. J'ai mon truc au pied qui est chiant, je peux pas faire des énormes sauts de fond, je suis obligé de mettre une espèce de coussinet ou de me faire une opération du pied pour pas que ça me fasse mal. Mais sinon, tu vois, mes genoux ils vont bien quoi. Mes genoux, mon dos, vraiment je suis en bonne santé pour un mec qui a fait du parcours à haute intensité pendant longtemps parce que j'ai toujours été sensible. Mais ce qui a changé, je pense, c'est que j'ai réduit un peu mon, parce que, en fait, en 2014, je suis allé voir vraiment plein de trucs. Je suis allé voir la gymnastique, l'haltérophilie, l'athlétisme, et je Mm. faisais vraiment ces sports-là, quoi. J'ai fait de la compétition en haltérophilie, j'ai fait de la compétition en gymnastique. Alors, j'ai pas fait de compétition d'athlétisme, mais du coup, mon entraînement, c'était faire de l'athlé, faire de la gymnastique. Et
petit à petit, j'ai réduit ces trucs-là, notamment sous Ryan Ford, qui lui prenait Mm. certains outils d'haltéro, plutôt que de faire des épaulés et des jetés ou des snatchs, bah lui, il va dire, ok, on va Mm. faire que des power clean, ou alors on va faire que des deadlifts, et puis on va mélanger ça avec des sauts. Donc c'était de plus en plus spécifique. Donc je suis allé dans un truc assez généraliste pour aller vers un truc un peu plus spécifique. Et, et l'autre travail, et là où ça a terminé, je pense, c'était sous Jérôme Simian. Où Jérôme Simian, il a tout son principe de facteur limitant. Donc lui, ce qu'il cherche, alors je vais pas parler à sa place, hein, je pense qu'il expliquera bien mieux que moi son travail. Mais lui, ce qu'il analyse chez un athlète, c'est de trouver les facteurs limitants. Donc quelles sont soit les chaînes de coordination, soit les amplitudes de mouvement qui empêche la pleine expression de l'athlète en question. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème d'amplitude de cheville, Mm. est-ce que c'est un problème d'ouverture de hanche, est-ce que c'est un problème de réflexe. Tu vois, il m'a parlé de ça, je sais pas si t'as des gens qui parlent de ça, du fait que t'as des Les réflexes réflexes archaïques infantiles et qu'il ouais, faut ouais, ouais. gommer. Ouais, genre moi j'étais en mode, tu sais, il me faisait mettre Mais sur le je me sol et je rappelle, on en devais avait aller parlé d'avant parce en que tu t'entraînais arrière. avec lui quand on s'était vu il y a quelques temps de ça maintenant. Et je me rappelle, tu me parlais de ses méthodes, tu me parlais et au début, tu te posais quelques questions, quoi. Mais au final, tu as vu que ça marchait, quoi. Ouais. Non, ça marche. Alors, je Ouais. comprends pas pourquoi, mais ça marche. Et du coup, voilà, donc je prenais ces outils-là, et puis pour moi, l'entraînement de Jérôme Mm. Simian, c'est le best, quoi. Donc, pour parler vite fait de sa méthode, lui, il va, enfin, oui, donc pour juste répondre à la question de manière synthétique, donc je suis parti de entraînement dans la rue à faire de la quadrupédie, un peu des sauts dans les marches et des pompes, à faire une sorte d'haltérophilie mélangée avec de l'athlétisme et des exercices de gymnastique, notamment du travail d'anneau, et un peu de travail de mobilité inspiré par le travail des dos portales, que je suis allé voir en Thaïlande pendant une semaine, et j'ai fait aussi un stage avec lui, un stage de 2 jours avec lui, et donc tout son travail au niveau du squat, tu vois, le fait Mhm. d'avoir une amplitude variable, ce dont on parlait au début du podcast, histoire de durer, parce que ma première blessure, ça a été 2022-2023, pardon, quand j'avais 23 ans, où je me suis fait une micro-déchirure du tendon quadricipital au niveau médial, et là je me suis dit, ok, je peux pas juste rien faire, il faut que je comprenne les mécanismes de guérison des tendons et du soft tissue de manière générale. Et du coup, ouais, donc une espèce de méthode un peu haltérophile, gymnastique, idoportalesque, et pour aller vers un truc vachement spécifique à l'individu sous Jérôme Simian, quoi, avec du travail asymétrique, du travail de VPA, donc il appelle ça EVPA, c'est excentrique volontaire de pleine amplitude, avec un mélange entre ce qu'il appelle des séances de rebond, où tu as du travail de... et je t'ai Mhm. envoyé un dossier avec les vidéos, tu pourras sûrement les mettre en illustration. Mais donc travail de rebond avec du travail qui pourrait ressembler à ce qu'on appellerait de la pliométrie, et le travail de stop avec un travail qui ressemble à soulever des poids euh, d'une manière avec une Une emphase, emphasis, ouais. avec un accent, ouais, une Mm. emphase sur l'excentrique pour parce qu'encore une fois l'idée c'était comment tu prends Mhm. des impacts sans te niquer, quoi. Donc plus tu te prépares à ça, mieux c'est. Et du coup, là, maintenant, donc c'est comme ça que j'ai terminé vraiment mon travail de préparation Et physique. Et ça te vas-y, donne forcément une très très bonne base pour ton métier actuel où au final, pas juste ta condition physique, mais ta disponibilité physique fait partie intégrante de ton métier. Donc, ton objectif au quotidien, certes, c'est performer, mais avant tout, c'est pas de péter parce que sinon, demain, t'as pas de job, quoi. mais c'était, Mm. c'était même déjà mon objectif dans le parcours, hein. J'ai vite, en fait, comme encore une fois, j'avais commencé ma carrière assez tard, j'ai vite compris que j'avais pas le droit de me blesser. J'avais pas le droit de me faire les croisés. Alors, tu peux revenir des croisés, tu peux revenir de te péter le tibia, tu peux revenir de te briser les ligaments latéraux de la cheville et tout. Ça se fait, mais ça veut dire que je perdais un an d'entraînement, quoi. Et j'ai toujours été très précautionneux. Dès que j'avais une blessure quelque part, je faisais attention. Et tu vois, ça a pas loupé parce que quand j'ai rencontré Jérôme, il disait, c'est le truc le plus important qui dit, est-ce que t'as mal quelque part? Dès que t'as mal quelque part, il faut travailler dessus, il faut qu'on fasse quelque chose dessus, Mm. on peut pas juste l'ignorer, quoi. Et tous ces signaux, il faut être extrêmement précautionneux à ça. Et dans le parcours, bah, les gens ils s'en foutaient un peu, ils disaient, ah t'as mal, t'es un PD, vas-y, saute. Ouais. C'était un peu ça, l'ambiance. Bon, ils étaient pas homophobes non plus, mais... et du coup, dans la cascade, si tu veux, c'est marrant parce que j'arrive dans un milieu où c'est encore Mm. des artistes. C'est-à-dire que, outre la nouvelle génération de cascadeurs qui sont un peu plus sensibles à la préparation physique, mais j'irais peut-être plus à la musculation qu'à la préparation physique, parce que ils ont des meilleures méthodes. Maintenant, il y a beaucoup plus de travail qui a été fait sur l'entraînement,
Hmm. qu'est-ce que tu vas manger, tu vois. Les anciens cascadeurs, c'était des loupards, mec. C'était, ouais, j'ai fait cette chute de 20 mètres de haut, j'ai plus de cervical, tu vois. Ça, c'est quand tu discutes avec des mecs à l'ancienne, Ouais, c'est ouais. vraiment la mentalité. Genre, ouais, j'étais sur cette moto à 200 à l'heure et oh, j'ai fait un double salto, mais j'ai raté, t'as vu. Et là, maintenant, j'ai une hanche en métal, tu vois. Et ils buvaient, ils fumaient. Alors, Ouais. je caricature, hein, mais à Bah peine, je veux à dire, c'est peine. pareil. Et C'est pareil un peu dans tout. Tu regardes même, je veux dire, les rugbyman, il n'y a pas si longtemps que ça, et encore maintenant. Et il y a plein de sports de haut niveau où à l'époque, au final, c'était. Enfin voilà, personne savait mieux et personne, très peu de monde faisait autre chose. Mais donc, ouais, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as une vision qui est presque un peu avant-gardiste de la manière dont il faut s'entraîner pour ce métier-là? Si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs. Hmm. oui, je pense maintenant quand même, il y a eu, je pense notamment à Florian Beaumont. Florian Beaumont, il faisait équipe avec un mec qui s'appelle Steve Gentil, qui est une espèce de, putain, comment parler de Steve? C'est une espèce de gourou spirituel du mouvement. Ouais, Il est super cool, hein. Et il a un travail qui s'inspire va pas ouais. mal de la danse contemporaine, un peu du travail d'Ido Portal et tout. Et lui, je pense que Florian aussi, étant allé au Cirque du Soleil, il a été sensibilisé à des méthodes d'entraînement du cirque, donc où ils essaient de faire tenir les athlètes. Donc ouais, moi je suis dans cette lignée de préparation du corps, de compréhension de ok j'ai mal là, peut-être que je devrais pas le faire. Et lui aussi est dans cette mouvance-là. Florian il a mon âge, hein, on est tous les deux de 91. Et, mais oui, ça reste quand même un peu avant-gardiste. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai travaillé à Disney pendant 3 ans. J'étais l'un des rares qui faisait, je sais pas, des Jefferson Curl, tu vois, parce que en fait, ce qui s'est passé juste pour pas, enfin, faut pas que je perde le fil, mais quand je suis arrivé dans la cascade, je me dis, ok, Hmm. c'est quoi les blessures des cascadeurs? C'est quoi les blessures des cascadeurs? Comment tu les évites? Donc, bien sûr, t'as les gens qui se font mal à la cheville, au genou, donc c'est des trucs que je connais venant du parcours. Le dos, pas mal, mais c'est pas la même. Nous, souvent, c'est une surcharge de déséquilibre entre, je sais pas, le fessier et les quads, et tu vois, ça se passe un peu à ce niveau-là. Eux, ils ont mal au dos parce qu'en fait, ils tombent sur le dos. Donc, c'est pas pareil. Donc tu dis, ok, comment tu Ouais. fais pour pas te faire mal au dos? Qu'est-ce que tu peux mettre en... Donc voilà, j'étais l'un des mecs qui faisait des Jefferson Curl, je faisais du travail pour le coup. J'avais aussi un pote qui était un peu allumé comme moi, il s'appelle Julien Aristide. Il faisait des exos où il mettait un élastique sur sa tête, et puis des trucs comme ça, et puis il faisait des trucs de Qigong avec une serviette aussi au sol où il frottait une serviette par terre. Du coup, moi je suivais dans ses entraînements. Mais, euh, mais là où je veux en venir, c'est que quand je suis arrivé à Disney, voilà, les mecs, ils faisaient du développé couché à l'échauffement. En fait, je suis en mode, mais frérot, à quel moment ça va nous aider à pas nous blesser ou à mieux faire des coups de poing? Mais parce qu'il n'y a Ouais. pas d'éducation c'est pas un milieu où les gens sont éduqués. Même les professeurs qui sont dans les écoles de cascade, ils connaissent pas. Alors oui, il y en a des excellents cascadeurs et ils vont La savoir technique de la t'apprendre chute, du saut, voilà, du mouvement, exactement. mais tout ce qui vient derrière, au final, la préparation physique, toi, tu es quand même allé Ils savent pas. vachement loin dans des domaines qui sont Bah à oui. la fois très généraux et très spécifiques, qui font qu'aujourd'hui, bah, je sais pas, sur le papier, tu as tout pour bien faire, quoi. Maintenant, il te faut forcément plus de pratique, plus de jours sur les plateaux, plus de jours de tournage, un plus grand réseau professionnel pour continuer à développer tes activités. Mais la partie physique, au final, tu aurais difficilement pu être mieux équipé en arrivant, quoi. Non, c'est sûr, mais en fait, enfin voilà, les professeurs, ils savent pas. Je veux dire, pour eux, le pinnacle de l'entraînement physique, c'est le Tabata, tu vois. C'est genre, ouais, si on fait du Tabata, c'est On est à bon, la pointe de on va l'entraînement. être en Ouais. bonne santé. Oui, non, mais Ouais. c'est presque ça, tu vois. Je caricature à peine, et c'est déjà très bien, tu vois que. Mais personne ne lit des livres, voilà, Ouais. personne n'a acheté Super Ouais. Training dans son étagère ou je sais pas à l'époque c'était Ouais. Kelly Ouais. Starrett tu Ouais. vois avec son Supple Leopard mais il y avait des trucs intéressants là-dedans. Euh, Ils sont pas dans Mhm. ce délire là dans la cascade, il y a encore du travail à faire par rapport à ça parce que t'as aussi tout le fait
qu'il y a d'autres choses qui priment que la performance physique. Tu as aussi l'acting, tu as plein de trucs, tu as la technique du coup de poing, et tu peux tenir longtemps en fait dans la cascade. Juste pour finir de répondre aussi à la question de comment je suis allé dans la cascade, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire plus de travail d'acrobate. J'ai travaillé au parc Astérix en tant qu'acrobate, j'ai fait des spectacles pour différentes entreprises, j'ai bossé sur ce spectacle, et en fait je me suis dit ok, il faut vite que j'aille dans la cascade. Pourquoi? Parce que la cascade ça paye beaucoup plus. On va dire les termes, la cascade ça paye beaucoup plus en moyenne. J'en sais rien. En moyenne, un jour de spectacle, t'es payé, je vais parler en cachet d'intermittent, mais je vais essayer de parler en net pour les gens, t'es payé en moyenne entre 100 et 150 euros net. Ça, c'est un jour de travail en tant qu'acrobate. Dans les parcs d'attractions, pour la cascade, t'es à peu près dans ces eaux-là. T'es à peu près à 100 à 150 euros net. Dans le cinéma, t'es à 500 euros net la journée. Si t'es sur des films américains, t'es pareil à environ 500 euros net, plus ou moins, mais t'as ce qui s'appelle des adjustments. C'est-à-dire que si tu fais une chute, si tu fais un truc un peu T'as compliqué, une prime, quoi. boum, t'as Ouais. 300 Ouais. euros en plus, 200 euros en plus, 1000 euros en plus, des fois, si c'est des trucs un peu costauds. Donc on parle de... Tu vois, moi j'ai travaillé sur un show en Hongrie, j'ai fait 3 semaines et demie, je suis revenu net avec 10 000 euros dans ma poche. Tu vois, donc... et tu vois ça, tu dis, ok, ça ressemble beaucoup à ce que je fais dans le parcours. C'est une boîte de Pandore de ouf parce que du coup, t'as tout le côté. T'as toute la neuroplasticité aussi de ton cerveau qui se met en place parce que dans le parcours, finalement, j'avais plus grand chose à apprendre. J'étais limité encore une fois par mes capacités athlétiques, mais en termes de technique, bah ouais, je peux faire. Du coup, je peux aller plus dans l'acrobatie, faire plus de vrille. Encore une fois, est-ce que c'est très intéressant? Ou alors apprendre toute une panel de mouvements complètement nouveaux, des nouvelles amplitudes et tout. Et du coup, j'ai décidé d'aller dans la cascade et je suis arrivé à Disneyland et j'ai commencé à faire mes preuves là-dessus. Mais aussi, pourquoi aller dans la cascade? Parce qu'il y a beaucoup plus de longévité. Il faut. Tu vois, là, beaucoup de gens n'osent pas dire ce que je dis là. Vis-à-vis, pas forcément vis-à-vis de l'argent, mais vis-à-vis du fait que oui, aller dans la cascade, c'est aussi un choix. C'est pas juste, oh, je suis vraiment passionné de cinéma, parce qu'au final, des vrais cinéphiles dans la cascade, t'en as pas beaucoup. Moi qui viens des Beaux-Arts, parce qu'avant d'être athlète de parcours, j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Je suis diplômé des Beaux-Arts de Lyon en art contemporain. Donc voilà, j'ai étudié pas mal de films, pas mal de réalisateurs, et la composition d'une image, qu'est-ce que tu racontes dans un film, qu'est-ce qui différencie un film d'auteur d'un film commercial et tout. Des vrais cinéphiles, t'en as pas beaucoup dans la cascade. Mais là où je veux en venir, pardon, là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens vont dans la cascade aussi pour l'argent, parce que ça paye bien. Tu vois, c'est clair et net. C'est dur de rentrer dans le milieu. Faut pas penser que c'est facile et que juste parce que tu penses que t'es bon, tu vas y arriver. Il y a tout ce que tu disais, le réseau, le profil aussi. Mine de rien, moi, ce qui fait la donne, c'est que je suis grand, je suis marron. Quand il faut un méchant, il faut un mec marron. Les cascadeurs, tu fais un méchant. Là, je suis rasé, donc je suis beau gosse. Mais quand j'ai ma grosse barbe et tout, je peux faire le terroriste. C'est facile. Et non, plus sérieusement, je me suis dit, ok, et l'acrobatie, ça pète. C'est-à-dire que de sauter sur des sols durs, de faire des saltos, des rondades, des flips, des machins. Spectacle de parcours, en fait, quand on dit spectacle de parcours, souvent ce sont des spectacles d'accro. Parce qu'un vrai spectacle de parcours, c'est ce qu'on a fait sur les toits là, du Palais Royal ou de la cathédrale Saint-Just à Périgueux. Ça, ce sont des vrais spectacles de parcours, mais la plupart du temps, quand on te dit tu vas faire un spectacle de parcours, tu finis surtout sur une estrade où il y a un module, et puis sinon c'est que du plat. Donc du plat, tu fais des acrobaties, et ça pète les genoux, ça pète les chevilles. Le corps humain n'est pas designé pour faire des saltos toute la journée sur le béton. Alors tu vas avoir des gens qui survivent, ça va être la survie, Survival of the Fittest, la section naturelle. T'as des mecs comme Rémi Girard qui ont pas de blessures, qui sont au top, mais après les mecs ils mesurent 1m60, je sais pas, il doit faire 1m65, 70, Rémi, et il est super léger, donc il prend peu c'est d'impact. intéressant ce que tu décris là, parce que au final, j'avais eu Christophe Cario sur le podcast il y a un petit moment, qui lui vient des arts martiaux, qui vient je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il vient du judo à la base, mais qui a été qui s'est diversifié dans les arts martiaux. Non, pardon, du karaté, si je me trompe pas, parce qu'il faisait des spectacles, des démonstrations. Il a été invité sur des plateaux télé, faire des pubs pour des marques de voitures, des choses comme ça. Et c'était la même réalisation. C'était qu'au final, tu te fais bien payer, mais alors, contrairement aux acrobates, on va dire, tu es bien payé parce que au final, tu es prestataire en termes
de ton corps et de ce que tu vas produire comme performance. Mais c'est sur du plat, c'est sur du dur, t'as pas d'échauffement, ou alors on t'a fait poireauter 30 minutes alors que tu étais échauffé avant, maintenant tu l'es plus. Et qu'au final, tu t'en viens à te péter parce que c'est le métier, quoi. Et si tu dis non, on t'invite plus, donc il faut dire oui tout le temps. Donc c'est un petit peu le cercle le vicieux. Et c'est intéressant parce que quand tu penses cascadeur, moi quand je pense cascadeur, je me dis putain c'est dangereux, il y a plein de risques, etc. Et bien sûr, et tu me répondras, mais il y en a, mais en même temps, eux, ils n'ont pas avantage à ce que toi, tu te pètes. Donc, je suis sûr qu'il y a tout qui est mis en œuvre, ou beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour que vous puissiez faire votre taf et puis qu'ils puissent compter sur vous le jour après, quoi. Oui, de plus en plus, là, enfin, encore une fois, moi je Mm. suis arrivé il y a 3 4 ans, donc, mais il paraît que la sécurité sur les plateaux c'était bien plus sketch et bien plus dangereux il y a Mm. 10, 15, 20 ans en arrière, tu vois, et puis on a même eu des morts les 10 dernières années, il y a eu des morts, des gens, une nana qui est morte en moto, un mec qui s'est fait tirer dessus alors que les armes elles étaient chargées avec des vraies balles, tu vois, genre, il y a eu des dingueries comme ça. Et là maintenant, franchement, les coordinateurs français, ils sont super. Dès qu'ils peuvent Mm. te mettre un tapis, ils te mettent un tapis. On a des protections, pareil, les protections s'améliorent. Quand Ok. t'es cascadeur, t'as beaucoup de protections pour les genoux, pour le dos, pour les tibias. Donc on a un matériel technique qui s'améliore de plus en plus avec du D3O, avec du VPD 2.0 chez Epoch. Je me souviens plus du nom technique, mais tu vois, c'est des sortes du stun bumper. Donc l'impact est beaucoup moins, Mm. est beaucoup plus atténué. Donc ça, c'est le côté positif. Mais là où je voulais en venir, c'est que en tant que cascadeur, je pense qu'il y a plus de Mm. longévité qu'acrobate. De longévité. Parce que, effectivement, sur un plateau, outre enfin, ouais, quelqu'un qui va faire une grosse cascade, souvent il y a une grosse cascade sur un film français, tu vois. Et c'est rare des films français Mm. où t'as vraiment que des trucs de Mm. ouf avec des câblages dans tous les sens, des chutes de super-héros, des trucs en feu, machin. Ça se fait, mais c'est assez rare. Je pense là où tu peux plus ramasser, c'est sur des productions américaines, peut-être sur des Marvel, des trucs comme ça. Et encore une fois, je pense que la comment dire, la Mm. Mm. sécurité est top notch. Parce que comme tu dis, ils n'ont pas intérêt à ce que tu blesses parce que ça fait une mauvaise pub pour eux et en même temps ça les fout un peu dans la merde, même s'ils peuvent te remplacer facilement. Euh, mais au final, moi, mes trucs les plus durs, je les ai fait à l'entraînement. Les trucs les plus durs que je fais dans la cascade, que ce soit en chute, que ce soit en combat, c'est des choses que j'ai fait à l'entraînement, soit dans des courts-métrages avec mon collègue Co, c'est mon binôme, on fait tout le temps des trucs de cascade ensemble, soit à l'entraînement. On va dans la rue, on dit vas-y, on va filmer des chutes, on se balance dans les escaliers, on essaie de faire la chute vrillée, machin. Mais en tournage, on m'a que demandé des trucs beaucoup plus soft. Parce qu'encore une fois, dans quel marché tu t'inscris? Si tu t'inscris dans le marché français, ou en tout cas de ce qu'on fait, on fait des cascades, des combats réalistes et des chutes réalistes, on va dire. Voilà, si on te met un coup de poing, tu vas pas faire une double vrille et tomber sur la nuque, tu vois. Si on te met un coup de poing, tu vas tomber directement au sol, peut-être faire un plat-ventre, Mm. peut-être tomber en arrière. Et, euh, et voilà. Après, effectivement, moi j'ai eu de la chance vis-à-vis des tournages et des nombres de chutes que j'ai pris, mais t'as des gens, ils te racontent que sur une journée de tournage, ils ont Ouais. mangé le béton toute la journée. Donc ça, ce sont aussi des réalités. C'est pour ça qu'il faut que ta technique, elle soit au top. Et c'est pour ça que tu es bien payé. Tu es bien payé aussi parce que ça peut vite être dangereux, en fait. Et les productions préfèrent prendre des cascadeurs, même des fois pour des actions simples. C'est-à-dire des fois, il faut juste courir et tomber vite fait. Ils pourraient mettre des figurants. Mais est-ce que les figurants, déjà, ils vont bien exécuter ce qu'ils veulent à l'écran? Et est-ce qu'ils vont pas se niquer en le faisant? Et est-ce qu'ils vont pas blesser Ça t'est les déjà acteurs au passage? arrivé, outre ce avec quoi on a ouvert le podcast, le fait de ne pas vouloir blesser un acteur durant une scène de combat, c'était déjà arrivé de refuser de faire un mouvement ou une chute? Non. Non, moi je suis. À part, encore une fois, on m'a jamais Ouais. demandé une chute de taré. Même je suis demandeur. Je sais pas, la dernière répétition, j'étais avec Dominique Foissier. Il fallait faire un deadman. Donc deadman, c'est quoi? C'est quand tu cours et en fait t'es attaché à un fil. Donc t'as le fil qui est sur un point d'ancrage. Donc tu cours dans l'autre sens. Bon, enfin Tu bref, t'éloignes du tu cours, poteau, ouais, ouais, comme ça. Tu cours et le fil à un moment donné arrive à ça fin. à sa limite quoi. Et du coup ça te Ouais. jette en arrière et tu tombes.
Moi, j'étais en mode, ouais, je vais le faire, je vais le faire. Donc, il a Ouais, mis quelqu'un d'autre au final, parce qu'il m'a dit, oh, tu sais, tu l'as déjà fait. J'ai dit, non, on est chaud. Il m'a dit, bon, je vais prendre quelqu'un qui l'a déjà fait. Je suis sûr que tu peux le faire, mais et c'est normal, tu vois, ouais, mieux vaut pas prendre des risques. Mais je suis plutôt ok. demandeur à faire des choses, tu vois, sur un Du, tournage. J'ai du envie de faire fait des choses, j'ai que envie de tu faire des as chutes, j'ai envie de cet faire énorme machin. background de préparation, que tu as quand même fait énormément de choses dans le domaine du parcours de l'acrobatie et qu'au final, tu as un gros potentiel par rapport à tout ce qui peut être demandé en tant que cascadeur. C'est ça. C'est que enfin, je dis ça à toi de me dire, mais dans le métier, tu es peut-être vert, tu as quelques années, je veux dire, ça fait quand même, t'es pas tout nouveau non plus, mais je pense que voilà, t'es pas, comme tu as dit, tu n'es pas un des plus expérimentés non plus, mais tu as quand même ce background qui fait que tu as encore pas mal de choses à prouver. Puis le fait que tu sois demandeur, j'imagine, ça veut quand même dire que tout ce qu'on t'a demandé jusque-là, c'est largement dans tes capacités, ou Oui, en tout oui. cas physique. Après, comme tu l'as dit, il y a la technique, il y a la coordination, il y a la mise en scène, il y a le côté artistique aussi à développer. Mais en gros, pour ce qui est des capacités physiques, t'en as à revendre, quoi. Ouais. Ouais, ouais, et puis j'ai envie, tu vois, moi j'aime aussi, j'aime le métier de cascadeur, enfin vraiment, j'adore ça, quoi, je m'entraîne tout le temps, ça me Mm. plaît vraiment beaucoup. J'ai vraiment trouvé une nouvelle... Le seul point négatif, je pense, c'est que je retrouve pas cette même camaraderie et cette même amitié authentique que j'avais avec mon équipe, qui sont des gens que je connais depuis que j'ai 18 ans, donc forcément ça crée des liens beaucoup plus forts. Et puis on Ouais. n'était pas là pour l'argent, tu vois, on était vraiment là parce qu'on kiffait s'entraîner. Tu vois, j'ai du mal à retrouver une amitié aussi sincère dans le milieu de la cascade, parce qu'en plus c'est pollué par le statut, l'argent, euh, les opportunités, parce qu'en fait, sur un spectacle de parcours, quand il y en a un qui est pris et un autre qui est pas pris, bon bah au pire tu perds, allez, tu perds 1000 balles, tu vois, sur un truc de cascade, tu peux perdre jusqu'à Mm. des dizaines de milliers d'euros quand il y a une doublure à faire sur un... Donc forcément, ça amène Notre une énergie? autre Ouais. nature de l'être humain. Bah ouais, une autre énergie, une nature humaine qui est beaucoup plus virulente et Ouais. prédatrice. Mais j'adore le métier, j'ai envie de le faire. Et effectivement, moi, les trucs, je te dis, les trucs qui me font le plus peur, c'est pas du tout de faire une chute. Ça, limite, je pense que c'est Mm. là où est ma force. Mais le truc qui me fait plus peur, c'est de bien Ouais. exécuter une chorégraphie, tu vois. Encore une fois, même si je m'améliore beaucoup et j'ai beaucoup. Voilà, je suis aussi humble par rapport à ça, mais j'ai plus peur de devoir faire une chorégraphie et de me gourer que de faire une chute. Enfin, pour moi, c'est plus effrayant parce qu'en plus, ça demande plus de bagages techniques. Mais encore une fois, non, chez les cascadeurs, Mm. tu as différents types. T'en as qui savent tout faire. T'as des mecs qui savent tout faire, ils sont trop forts partout. Comme encore une fois, j'ai parlé de Teddy Ponceau, c'est pour moi peut-être le meilleur cascadeur français, hein, avec Nicolas Pogé, des mecs qui savent tout faire, quoi. Ils savent autant se fight que faire des chutes. Nicolas, il sait aussi faire de la moto, donc t'as vraiment des mecs qui savent tout faire. Mais t'as des gens, ils sont quand même spécialisés, quoi. T'as des mecs qui savent chuter bien et en combat, ils sont Mm. un peu nuls à chier. Et t'as des mecs qui sont super forts en combat, mais dès qu'il faut chuter, il n'y a plus personne. Tu Donc te trouves où sur ces moi, tu différents vois, curseurs? Si... moi, je suis Ouais. plus chuter, c'est bon, et combat, Ouais. faut travailler encore. Tu vois, même si je suis pris pour des combats, tu vois, j'ai été pris avec Manu Lanzi encore une fois, j'avais été pris pour faire un combat contre Vincent Lindon sur Les Misérables récemment. Euh, mais voilà, moi j'ai plein de trucs à apprendre et plein de trucs. Et encore une fois, tu as un autre aspect qui est peut-être moins impressionnant dans la cascade, Mm. c'est le timing. Mm. C'est-à-dire arriver au bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à un moment précis dans une choré de combat pour te prendre un coup, pour mettre un coup. Et ça, c'est un truc qui est très sous-estimé parce que c'est pas très impressionnant. Mais ça fait le jour et la nuit. Et comment tu joues? Parce qu'effectivement, les chorégraphies sont souvent, même si on essaie de les faire réalistes, elles sont pas vraiment tout le temps réalistes. Et puis tu peux être en carafe, c'est-à-dire que tu mets un coup, tu te prends un coup, et le mec il doit te remettre un coup. Et en fait, toi, tu sais que tu dois attendre, mais pendant que tu attends, faut pas que tu restes là à attendre et après tu te prends un coup. Donc, faut que tu joues peut-être la douleur, peut-être t'es énervé, peut-être t'es étourdi, peut-être tu as un truc qui se passe derrière toi. Enfin, Faut c'est à remplir, toi quoi. de Ouais. trouver parce que souvent, exactement, faut remplir parce que des fois, les fight co ont pas le temps de te dire tout ce que tu dois faire, donc c'est à toi d'être créatif par rapport à ça. Euh, Ouais, mais je sais pas si j'ai et ça, répondu à la question. c'est quelque chose que tu arrives quand même à le développer en dehors. Enfin, j'imagine que tu partages ton temps entre de l'entraînement physique et de l'entraînement technique sur les choses qu'il te faut améliorer, c'est ça? Alors, moi, de cette année, j'ai réalisé que j'avais beaucoup délaissé Ah, l'entraînement physique. Comme mon gros point faible,
C'était, Le encore une technique, fois, ouais. Les acting, skills, ouais. mémoire, technique de combat. J'ai fait que ça. Je vais à des cours toutes les semaines, un ou deux cours avec Florian Beaumont par semaine. J'ai mes entraînements avec mes collègues de cascade, donc Com, Repérant, Charlie Schmidt. On a un petit groupe avec Ludovic Faure aussi. On s'entraîne régulièrement. Et donc on va dans une salle, on répète des chorés de combat, on répète des drills de boxe, on répète des coups de pied, on va faire de la chute aussi pour améliorer sa technique de chute pour qu'elle soit la mieux possible. Je vais faire du sparring, pareil avec Renaud Hmm. Marc, on va faire des sparring, Renaud et Charlie. Je cite les noms, je C'est cite les bien, c'est sources, hein, bien. Comme attention. ça, ils pourront venir chercher. Ouais, ouais. Je vais à des stages. Je vais à des stages. Là, par exemple, j'étais tout le mois de novembre-décembre, j'ai fait plein de stages avec Jérôme Gaspard, avec Laurent Demianov, avec les mecs de Stunt Workshop aussi, Yann Brouet et Alexandre Vu. Et, et du Hmm. coup, c'est que du travail technique. C'est que du travail de, encore une fois, mémoire, jeu, timing. Puis même au sein de la cascade, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais effectivement, tu as combat pied-point. Dans le combat pied-point, tu as Hmm. plein de styles de combat. Tu as le style un peu réaliste, boxe, kickboxing, machin. Tu as le côté un peu plus artiste martial, wushu, karaté, etc., penchak silat. Et là-dedans, tu as aussi les Ouais. combats avec armes, donc combat avec épée, combat avec bâton, combat avec couteau, t'as les armes à feu, c'est-à-dire que comme on est dans le cinéma c'est un outil de propagande, on est dans un contexte où il faut raconter que les méchants ce sont les Arabes, on va faire des films Hmm. de militaires. Là, la série sur laquelle j'étais Terminal List, je jouais pas un terroriste, mais un mercenaire iranien contre les Américains. Et donc, tu dois savoir manier une arme à feu, te déplacer Hmm. avec. Tout ça, c'est du travail. Comment tu tiens ton arme, parce que, voilà, encore une fois, comme tu sais très bien quand quelqu'un met un coup de poing, s'il sait faire, quand quelqu'un met un coup de pied dans un ballon, s'il sait faire. Dès que Ouais. quelqu'un tient son arme, tu sais s'il sait faire ou si c'est un bouffon qui sait pas de quoi il parle. Donc ça, pareil, c'est de l'entraînement. Et en plus de ça, je travaillais à Disney, donc j'avais mon travail où j'interprète. Je crois que j'ai pas le droit de dire qui j'interprète, mais je pense que si vous allez sur mon Insta, vous pouvez voir qui je suis. Euh, Allez voir l'Insta de voilà. Valentin. Non, mais ah non, c'était pas du tout. Bon, je m'en Ah, mais fou. comme Non, ça, ils non, verront. Comme ça, ils c'est verront. Ils pourront contextualiser. voilà, je Voilà. fais un personnage Marvel qui fait des coups de pied et qui saute comme un chat. Voilà. Euh, et euh, et Hmm. du coup, il y a tout ce travail-là. Voilà, c'est un travail technique. Et j'ai commencé à avoir mal au dos. Je me suis dit, putain, Hey. fais attention. Et donc là, j'ai Ouais. repris la prépa physique. D'ailleurs, moi, Ouais. j'avais jamais eu de problème de dos. Les mecs de. Merde, comment il s'appelle lui? Un mec sur YouTube, il est super, un jeune. Euh, Lower back. Je Ah sais pas. merde, comment il Il y en a s'appelle ce plein con? maintenant. Ok. Lower Ok. back ability, un truc comme ça? Lower back. Ah putain, je sais plus. Un mec qui avait une chaîne Hmm. YouTube et lui, il m'a trop aidé. Enfin, bon, c'est pas des trucs révolutionnaires non plus, mais. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas Quand grave. ça te reviendra, Je pourrais pas le citer. tu le reciteras. Et du coup, j'ai commencé à Hmm. faire J'ai repris le travail Hmm. physique et puis que j'avais laissé tomber jusqu'en août en fait. Jusqu'en août, je Hmm. faisais que m'entraîner techniquement et Hmm. j'ai réalisé, mais je peux pas juste abandonner. Et là, ça y est, je suis reparti au moins 2-3 fois par semaine. Je repars à la salle faire de la prépa physique. Donc après, j'ai pas un truc codé comme j'ai pu avoir sous Jérôme Simian ou sous Ryan Ford. Je suis un peu à ma sauce selon où est-ce que j'ai mal, comment je me sens, où est-ce que je pense que je devrais m'améliorer. Là, par exemple, tu vois, j'ai réalisé qu'en parcours, j'avais beaucoup perdu. Parce que pareil, le fait de faire que du sport de combat, que de la choré de combat, que de la cascade, bah tu penses que tu as tes bases en parcours qui elles vont jamais Bah partir, oui, mais si tu si ça sautes part. pas, si tu Tu vois, je commence réceptionnes à avoir pas, si peur. tu fais pas des rebonds, enfin Exactement. ça j'y pense pas mal. Il y a un peu moins maintenant, mais il y a quelques temps, on regardait beaucoup de vidéos de Storor avec notre fils. Et moi, forcément, tout ce que je vois, alors il y a les performances, il y a tout ce qu'ils font, ce qui est génial d'ailleurs, j'adore ce qu'ils font. Toute la team, elle est vraiment incroyable. Ouais, ouais. Mais je regarde surtout les impacts qu'ils prennent, le nombre d'impacts qu'ils prennent, la répétition du type d'impact, un pied, deux pieds, depuis en haut, en continu. Et je me pose vraiment cette question de comment ils gèrent leur charge en fait. Est-ce que tu comptes tes pas est-ce que tu comptes tes grosses réceptions par entraînement et tu essayes de pas passer du simple au double, tu vois, d'un entraînement à l'autre? Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Parce qu'au final, c'est une énorme charge pliométrique.
Et forcément, quand tu fais que ça tous les jours pendant des années, à un moment donné, tu es entre guillemets immunisé, même si tu l'es jamais, parce que tu as toujours un gars qui a mal à la cheville, qui peut pas faire le gros saut, qui peut pas faire ci, qui peut pas faire ça. Mais au final, ça reste quelque chose. Il faut garder une certaine charge. Ça, c'est un principe de prépa physique que tu retrouves constamment. Si tu penses par exemple aux ischios chez les joueurs de rugby, il faut faire du sprint pour devenir bon en sprint. Il faut faire assez de sprint pour que le sprint ne te nique pas, mais il ne faut pas en faire trop pour que ce soit trop par rapport à ce que tu peux tolérer. Donc, il faut toujours cet équilibre parfait. Et sur les sauts et la pliométrie, c'est pareil en fait. C'est des éléments intensif. De plus sur des structures, on va dire, tendineuses et élastiques qu'il faut maintenir. Il faut qu'elles soient sollicitées de manière régulière pour garder justement cette capacité à encaisser et à restituer. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le perdre, comme tu l'as dit. Tu vas le perdre. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis pas rendu compte que je le Ouais. perdais en me faisant mal. Je me suis rendu compte que je le perdais en termes Mm. de vision. C'est-à-dire que je voyais des sauts et je fais attends, mais est-ce que je Mm. suis capable de sauter jusque-là? Alors que des trucs, je me serais Ouais. même pas posé la question 2 fois avant. Et je me dis attends, est-ce que maintenant, parce qu'avant, moi, ma spécialité, enfin, pas le truc qui me différenciait par rapport à mes adversaires, c'était vraiment mon travail sur les barres. C'est-à-dire le fait de pouvoir courir Ouais. rapidement sur des barres. Et là, j'ai commencé à me dire attends, là, ce saut de barre, est-ce que je peux y arriver vraiment? Et pareil, certains saltos, alors j'ai jamais été le meilleur en salto, mais voilà, faire le cork, je me dis, oh, attends, ça fait peur quand même de faire le cork. Donc, et je me dis, attends, mais j'ai Mm. pas envie de perdre tout ça. Donc, je refais Mm. un travail d'acrobate, là, ces derniers temps, et de prépa physique, où je vais aller faire, je sais pas moi, des soulevés de terre, Mm. des épaulés, moi j'aime beaucoup le travail d'épaulé puissance, des sauts, des sauts box jump, des broad jump, et après du travail encore une fois spécifique que Jérôme m'avait montré, si j'ai un peu mal au genou, si j'ai un peu mal ici, du travail encore une fois d'excentrique de pleine amplitude, volontaire de pleine amplitude, euh, certains types d'étirements par rapport aux genoux. Là, j'avais eu un peu mal aux genoux ces derniers jours, donc je Mm. faisais attention à ça. Enfin, ce qui est bien, c'est que comme j'ai une Ouais. boîte à outils où j'ai plein de trucs dans lesquels je peux piocher, je sais comment. Par exemple, j'ai X, Y blessure au genou. Ok, je sais d'où ça vient, je sais c'est quelle zone, je sais c'est quel type est-ce que c'est du cartilage, est-ce que c'est du tendon, si c'est Mm. du tendon, quel tendon c'est lié à quoi, ou est-ce que c'est tight par rapport à la chaîne d'activation d'énergie. Les blessures où c'était plus compliqué, c'était par exemple le dos. En fait, ouais, j'ai mal au dos, putain, d'où ça vient, comment ça se fait? Et Ouais. le cou, en fait, dans la cascade, ce que j'ai fait quand je suis arrivé dans la cascade, c'est d'identifier, ok, c'est quoi les blessures des cascadeurs. En fait, tu réalises que les mecs, ils ont Ouais. tous le cou défoncé. Mais je dis, attends, c'est bizarre. En fait, à force Ok. de Ouais. faire des trucs Ouais. comme ça, ou Ouais. des trucs comme ça quand tu te prends un coup de poing, tes Mhm. Bah cervicales, elles ouais. ramassent. Ou alors quand tu tombes, encore une fois, nous dans le parcours, on utilise des chaînes qui sont des chaînes multimillénaires que le corps humain a utilisées pour absorber des impacts. Le corps humain n'a pas évolué en Ouais. tombant sur le dos. Enfin, c'est pas ton dos, il n'est pas fait pour tomber dessus. Donc là, malheureusement, il faut juste que tu évites de tomber sur ton dos. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux aussi avoir une sorte de coussinet de muscles autour de toute ta colonne vertébrale, ça va aider. Et pour le coup, bah, tu as beaucoup d'exercices c'est un truc que les boxeurs ont. Les boxeurs, ils ont ils peuvent se faire mal au cou et puis ils font beaucoup de travail de cou pour pas se faire un Mm. knock-out s'ils se prennent un coup, histoire qu'il y ait une charge musculaire qui prenne l'impact pour que le Ouais, cerveau rugby fasse aussi, pas il y tout, a, il tout, y a tout, tout, beaucoup de tout. préparation autour de la nuque Ouais, parce que rugby aussi. forcément avec les impacts que tu prends, il faut savoir rester rigide et c'est un énorme facteur par rapport aux commotions aussi. Si tu as un coup qui est plus fort, tu as beaucoup moins de risques de commotion. Et forcément, comme tu l'as dit, quand tu tombes dans des positions qui ne sont pas avantageuses, tu as tout avantage à avoir la structure musculaire pour te soutenir et pour minimiser le plus possible l'impact que ça va avoir, quoi. Ouais, du coup, ouais, donc moi, je sais plus où est-ce qu'on était dans le fil de la conversation, mais je pense que acrobate cascadeur, si je maintiens le cap comme que je continue à m'entraîner bien physiquement, parce qu'encore une fois, tu vois, là, en refaisant des sauts, j'ai fait, ah ouais, en Mm. fait, j'ai pas vraiment perdu en saut. Ouais, C'est-à-dire, mon saut de précision, tu vois, je peux toujours sauter 300 centimètres ouais. presque easy. Mm. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait et que, mine de rien, je pense que le travail de cascade que j'ai se recroise avec mon travail de parcours que j'avais avant parce que tu as beaucoup
Il y a beaucoup d'explosivité que tu recherches aussi dans la cascade quand tu dois mettre un coup, tu dois être violent, tu dois être rapide, tu dois être puissant. Euh, donc le saut a pas beaucoup bougé. Et, euh, et je pense que je peux tenir, tu vois, si je fais vraiment gaffe, jusqu'à Hmm. mes 40, 45 ans. C'est-à-dire qu'il me reste encore 6 bonnes années, voire 14. Attends, je réfléchis. 11, 11 Ouais. bonnes années devant moi euh, pour, euh, pour encore travailler dans le milieu. Et puis en plus, ce qui est l'autre facteur aussi, encore une fois, on est sur des facteurs économiques. Dans la cascade, on cherche différents profils. Donc si t'es Hmm. vieux, ça peut aider aussi. Hmm. Tu vois, ça peut être un avantage d'être vieux, contrairement à acrobate ou athlète. Si t'es vieux, bah t'es Hmm. juste bon à mettre à la poubelle, tu vois. Alors ça va dépendre des sports. Je pense qu'il y a des sports où, tu vois, comme le tennis, où t'as des mecs qui ont proche de la cinquantaine. Je sais pas quel âge il a, Oh, Raphaël Nadal et j'ai pas les Federer. âges Ils en ont quel tête, âge ces mecs-là? honnêtement. Non, je Ah ouais, connais t'es pas. suisse, tu Non, moi, connais pas? Ah, là-dessus, c'est je suis compliqué. nul. Tu sais quoi? C'est marrant parce que Lynn a dû passer, en parlant de ça, Lynn a dû passer un test pour avoir son passeport suisse il y a quelques années. Elle est naturalisée suisse maintenant. Et il y avait plein de questions sur la culture suisse, l'histoire suisse, même le système politique, économique en Suisse. Et honnêtement, c'est des trucs que moi, je savais, j'ai jamais su en fait. Elle me bat maintenant sur les questionnaires de culture générale de la Suisse du fait qu'elle s'est entraînée pour le passé et moi, j'ai jamais dû l'apprendre de manière structurée comme ça. Ouais, ce qui est assez marrant. Ouais, mais c'est une belle manière de faire l'intégration de citoyens Je pense que c'est dans une leur bonne pays. Je étape. pense qu'on C'est une pourrait bonne s'en étape, ouais. inspirer. Ouais, c'est super. Ouais. Et enfin bref, tu vois, je pense qu'il y a des sports où tu peux durer quand même plus longtemps, mais en tout cas dans les sports Hmm. athlétiques, que ce soit le parcours, etc., c'est difficile de pousser jusqu'à plus vieux. Alors on a un contre-exemple avec, encore une fois, tu peux toujours trouver des contre-exemples avec Sébastien Foucan qui était dans notre équipe de World Chase Tag, qui a eu 50 ans là il y a pas longtemps, et il était encore avec nous sur le terrain jusqu'en 2021 quoi. Euh, 2022 un il me truc sur semble. lequel je voulais revenir, on en a, et je veux pas parler du mauvais côté parce que le but c'est pas d'être mauvaise langue. Ah, on Ouais, peut mais y aller, hein. c'est pas dans l'esprit, dans Allons-y. mon esprit en tout cas. Donc je veux rester sur le bon Ok. côté. Quelles sont les rencontres au cinéma que tu as fait avec peut-être des grands noms, etc., où tu t'attendais peut-être à des gens qui seraient froids, distants, et au final, ça a été très agréable de travailler avec eux. Bah, moi, honnêtement, j'ai pas Ok, eu de mauvaises expériences dans le cinéma. Les seules mauvaises expériences, on va dire, c'était avec un groupe de d'autres cascadeurs qui m'ont complètement. On était sur un projet ensemble et on était, sans dire qui c'était ou quoi, on s'en fout, mais ils m'ont vraiment pas ok, inclus dans leur groupe, quoi. On était plusieurs étrangers à se ouais. regrouper sur ce projet-là. Et eux, ils faisaient vraiment leur truc dans leur coin. Et c'est arrivé. Et puis souvent, moi, je disais, ah, venez les gars, on va s'entraîner ensemble, on va faire ça. Et puis ils s'en foutaient, ils faisaient leur truc. Et donc ça, c'était le seul, entre guillemets, mauvaise expérience. Peut-être des gens qui vont pas te renvoyer la balle, tu vois. Après, bon, tu vas les mettre sur un casting, tu vas leur parler d'un projet, et puis ils s'en foutent quand ils ont des opportunités. Après, tu peux pas faire des choses pour les gens, Ouais. puis t'attendre à ce que ça revienne. C'est pas comme ça que ça marche. Mais non, non, j'ai toujours eu des super expériences. Bah, moi, franchement, j'ai eu que des bonnes expériences. Même avec les acteurs, on a tendance à dire, ah, les acteurs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je sais pas, moi, j'ai doublé Ramsey, il était trop sympa, mais genre, mais tu sens que les mecs, c'est pas, Hmm. ils sont vraiment sympas. Tu sens que c'est des vrais, Ouais. vrais mecs sympas. Ils ont les pieds sur terre. Je sais pas, j'étais avec Tahar Brahim. Attends, je vais pas dire des conneries. Je vais pas. Tahar. Ça, ouais, Raïm, Tahar Hmm. Raïm sur Les Hmm. Misérables, mec, il est trop sympa. Le mec, il vient avec nous, on est les cascadeurs, on fait des mots croisés, il vient, ah là, on fait des mots croisés, attendez, moi je suis trop fort en mots croisés, il s'arrête, il discute avec nous. Vincent Lindon aussi, super cool. Euh, Après, les gens, ils sont occupés. En fait, en tant que cascadeur, ton rôle, Ouais. c'est pas d'être copain avec les acteurs. C'est ton rôle ou avec les directeurs ou avec qui que ce soit. Ton rôle, c'est de fermer ta gueule, d'être. Enfin, c'est un peu- Faire le non, mais taf, ton rôle, quoi. c'est d'être là Ouais. quand on a besoin de ta, de faire le taf, d'être sérieux, Hmm. d'être proche de ton régleur. Si ton régleur, il a besoin d'un tapis, il est en train de mettre en place un truc, il pense à un truc, c'est ton taf d'être là pour lui, pour l'accompagner, pour lui faciliter au maximum la tâche. C'est ton taf d'accompagner. S'il dit fais Hmm. ça, tu dois le faire bien, vite. C'est ça ton travail en tant que cascadeur. Donc après, si les gens sont sympas, c'est un plus. Mais moi, même si les gens étaient pas... Après, si vraiment tu vas au travail, la boule au ventre, c'est arrivé sur certains cascadeurs. Certains cascadeurs sur des grosses productions et tout, sur des gros films, ils te disent, ouais, j'ai gagné je sais pas combien de milliers d'euros, mais c'était horrible. Chaque jour, j'y allais à la boule au ventre, je Ah perds mes ouais. cheveux. Tu vois, il y a un mec qui s'appelle Lee Huan, qui est un jeune Stunco et Fightco,
C'est lui qui règle Ok. Dune 2 notamment. Enfin, Dune 2, pardon. Dune Prophecy, la série. En fait, Ouais, il y a les films Dune et ouais, puis il y a la série HBO. Et il était sur un projet à un moment donné, il me disait c'était horrible, quoi. ok. C'était horrible, horrible. Il se demandait même s'il allait pas arrêté la Du cascade. fait Enfin, de quoi? De ça l'ambiance ou des peut. contraintes ou... Ah ouais, Ouais, autant l'ambiance, que ça? l'ambiance, personne n'a envie d'être là, la direction, ils sont chiants. Toi, tu te casses la tête, t'as créé une chorégraphie, un machin, ils te disent que c'est de la merde, ils veulent un autre Hmm. truc, tu dois tout changer du jour au lendemain. Tu dois faire des prévises, donc c'est-à-dire qu'en tant que cascadeur, sur un gros projet comme ça, encore une fois, encore team, t'as ton scénario, on dit voilà, la scène de combat c'est ça, tu vas recréer la scène en la filmant dans un studio avec ton équipe. Ah, donc tu remplaces les acteurs, pas les doublures et tout, tu crées la scène de combat. Mhm. Ça prend du temps, il faut créer la chorégraphie, il faut créer la scène. Tu le montes la prévise, tu dois la monter le soir, tu dois la donner à un jour bien précis. Ils la regardent, ils disent ah non, c'est de la merde, on n'aime pas, faut que tu recommences tout depuis le début. Donc ça peut être des choses un peu dures. Alors des acteurs qui sont insupportables, des acteurs, ils veulent faire ton travail à ta place. Enfin, voilà, il y a vraiment des acteurs qui sont des gros cons, même en France. Mais moi, encore une fois, je sais pas, une expérience de ouf. Mais même sur une grosse série comme Terminal List, où il y avait Chris Pratt et tout, bah, le mec est trop sympa, quoi. Après, c'est pas devenu mon pote et j'ai pas discuté Hmm. avec lui. J'ai fait une scène avec lui. Et, enfin, et quand je dis avec lui, moi j'étais dans le même plateau que lui, quoi. C'est pas lui qui me faisait le combat avec moi, mais le mec il dit bonjour à tout le Hmm. monde, il est cool, les réalisateurs ils sont cool, enfin vraiment, tout le monde est vrai. Les gens sont quand même bienveillants, quoi. Tant que t'abuses pas, par exemple, j'étais avec Laurent Demianoff il y a pas longtemps et il était sur un film, je sais pas, je vais pas dire, je sais pas à quel point c'est public, mais il était avec un acteur très connu et il avait un cascadeur qui est devenu Hmm. super pote avec cet acteur. Enfin, en tout cas, pas qui est devenu pote, mais qui à chaque fois qu'il voyait l'acteur, il disait ah salut mec, comment ça va, nanana, et il tapait. Et en fait, Laurent il disait mais tu te fous de ma gueule, t'es en train de nous faire Ouais. chier là, on est en train de Ouais, c'est travailler, t'es en ça, train de ça discuter avec reste, c'est du l'acteur. travail, c'est ton travail. Et donc, il faut Exactement. rester professionnel. Tu peux être amiable, tu peux être bah, simplement, comme tu as dit, bienveillant. Et tu peux amener une Mm. bonne énergie, une bonne ambiance au truc. Mais faut garder en tête que tu es au taf, quoi. Ouais, 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 et des fois c'est Ok, facile de s'y perdre, je pense. C'est facile de s'y perdre parce que des fois, ton coordinateur, ça peut être aussi une ouais, sorte de d'ami. Tu vois, moi, c'est arrivé par exemple avec Nicolas Pogé, qui est pas mon ami, hein, mais ça a été mon coach à Disney, c'est un mec avec qui je joue aux jeux vidéo aussi de temps en temps. Mais c'était mon stunt coordinateur sur une série qui va sortir, je hmm, pense, cette année en France. Et ben, t'es pas en train de faire des blagues toute la journée avec lui, c'est quand même ton supérieur hiérarchique et t'es là pour assurer et faire ce qu'il te dit et il faut savoir faire la différence, quoi. Et je pense beaucoup de gens, j'ai eu des échos sur certains projets où des gens peut-être un peu plus jeunes se rendent pas compte de cette différence hmm. hiérarchique qu'il faut faire, quoi. Pour conclure un petit peu sur ce morceau-là, est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont vraiment impressionné? Alors, soit toi en tant que participant, ou alors le rendu final que ça a donné, des choses dont tu es vraiment fier que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ben, pas vraiment. Bah, le plus gros projet que j'ai fait, encore une fois, c'était Terminal List. Et ouais, c'était quand même chambé, c'était les plus grosses cascades, il y avait une maison qui explosait, on arrive en voiture à fond la caisse, on saute de la voiture, on tire avec des kalachnikovs, le mec il nous tire dessus, il y a une autre truc qui explose, les mecs qui volent et tout. Donc ça c'était plutôt cool, c'était le projet le plus cool. Après la plupart des trucs que j'ai D'accord. fait sont pas encore sortis. Comme, Ouais. comme j'ai commencé à tourner Hmm. fin 2024, il y a des trucs que j'ai tournés en 2024 qui sont pas encore sortis. Et là, 2025, la plupart des trucs que j'ai fait. Attends, j'ai commencé à tourner fin 2023 sur Walking Dead, c'était mon premier projet. Là, c'était ouf, les costumes et tout, mais en cascade, on n'a pas fait. Ouais. Bah, on a fait les zombies, quoi, tu vois. Donc, on Ouais. marchait, on se prend une balle, on tombe. C'était pas des grandes cascades, mais c'était super cool. Euh, et après, il y a eu cette série Terminalist. Après, il y a la doublure de Ouais. Ramsey, tu vois, c'est pas encore sorti. Et après, ça a été cette année, donc ce qui a été filmé cette Ouais. année, c'est pas encore sorti, quoi. Mais en général, c'est plus l'inverse qui se passe. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est plus l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tu fais une scène, tu te donnes à fond, et en fait, c'est ce qui se passe avec beaucoup, beaucoup de stunt coordinateurs et de cascadeurs, c'est-à-dire que la scène, par exemple, on a Ouais. fait notre prévise, donc Ouais. on a imaginé des plans, on l'a filmé comme ça. Ce qui se passe, c'est que bah, le directeur ou le chef opérateur, bah, lui, il veut pas filmer comme toi parce que Ouais. il a envie de faire son truc à lui. Donc il va chercher d'autres plans. Donc, mais ça va être de la merde parce qu'il connaît pas.
à part si c'est un mec qui est spécialisé dans l'action, mais il aura pas le même œil que toi. Et moi, j'avais le même problème quand on faisait du parcours. On faisait nos vidéos entre nous, c'était charmé, c'était super bien filmé et tout. On fait une pub, c'est de la merde. Parce que le mec, il Ouais. filme ça n'importe comment, il le monte n'importe comment. Et c'est exactement Hmm. ce qui se passe dans la cascade. Par exemple, le combat avec Vincent Elbaz, il est sorti. Pour le coup, il était super cool à faire. Mais ils ont filmé ça, on voit rien. Genre, le truc, ils ont zoomé de ouf. On voit rien. Et en plus, ouais, on comprend pas trop ce qui se passe. Donc, c'est Il dommage. faudrait, il C'est faudrait des dommage. gens Donc, avec une expérience de cascadeur, de combattant, qui puissent être derrière la caméra pour orienter. Bah, c'est toujours ça, enfin, c'est le inside knowledge, quoi. C'est domain knowledge, inside knowledge, de savoir, de vraiment connaître le truc à son corps pour ensuite vraiment pouvoir le mettre en lumière. C'est littéralement ça. bah, c'est ce qui se passe avec, par exemple, la série des John Wick, la Ouais, série des John Wick, la série de Bullet Train, la ouais, série Fall Guy. Tu vois, c'est des ouais, mecs qui sont des cascadeurs ouais, qui sont devenus réalisateurs. Donc là, pour le coup, ouais. la cascade, elle est charmée. Après, est-ce que le film raconte beaucoup? Tu vois, par exemple, John Wick, alors c'est des cascades de ouf, mais ça te touche pas Ouais. parce que c'est trop. C'est too much, y a pas de fil narratif qui tient la route, donc tu sors un peu du truc. Euh, mais oui, pour le coup, la cascade est bien filmée. Donc, encore une fois, ce qui est dur, c'est de trouver des films qui sont les deux. Par exemple, encore une fois, quand je discutais avec Lee Wan, pour lui, Jackie Ok. Chan, c'était le best. Genre, depuis Jackie Ah Chan, on ouais. n'a jamais fait aussi bien. Donc, lui, et en fait, on se rematait les trucs de Jackie Chan de l'époque. Et mon amoureuse qui passe. Salut. Et, euh, Ouais. effectivement, c'est de la bombe. C'est super bien filmé, c'est en grand plan, donc tu vois toute l'action. Les cascades, elles sont ouf. Le jeu, il est bien. Les coups, ils sont. C'est un truc à la hongkongaise, Hmm. donc c'est porté. Hein. Les mecs, Ouais. ils sont frappés pour de vrai. Et ça tue. Ça tue. C'est vrai que comme tu me disais, ouais, récemment, qu'est-ce que tu as vu qui était bien? Moi, il y avait le fight de Dune que j'ai kiffé. Après, moi, j'aime beaucoup aussi le travail Hmm. d'animation japonaise, c'est-à-dire que le travail de chorégraphie sur des mangas, notamment en ce moment la série GK Kaisen, Jujutsu Kaisen, c'est de la bombe. C'est des chorégraphies de fou, une mise en scène de taré, c'est intense, ça raconte quelque chose au niveau de la narration aussi. Donc je pense qu'il y a tout à s'inspirer de ce que font les Japonais dans l'animation et essayer de le retranscrire d'une manière ou d'une autre en live action. Et t'as des Français qui avaient bossé là-dessus, l'équipe de Stunt Workshop avec Alexandre Vu, Yann Brouet, Vincent Bouillon, qui ont adapté Nicky Hmm. Larson, ils ont fait du super travail. Ils ont fait du super travail d'adaptation, de comment tu adaptes un truc un peu manga en réel. Et puis tu vois, les trucs qui m'ont vraiment touché en cascade, ça a été plus des courts-métrages, notamment le travail de Godefroy, alors je sais jamais dire son nom, Godefroy Ricard. Il a fait une adaptation de Wolverine, comme si Wolverine D'accord. existait à une époque médiévale. Et c'est incroyable le truc. C'est un court-métrage gratos qu'il a fait avec ses potes qui dure, je sais pas, 9-10 minutes. Le truc, il a fait 10 millions de vues. Et aujourd'hui, Godefroy, il règle Ouais. pour Jason Statham, il a réglé pour The Witcher. The Witcher aussi, The Witcher saison 1, c'était vraiment du beau travail de cascade, de chorégraphie qu'il y avait eu. Mais je réponds pas du tout Bah à la oui, oui, question là, je crois. l'idée c'était qu'est-ce que toi t'as aimé faire. Ouais, qu'est-ce que moi j'ai Ouais. fait? Ouais, Bah, parce on que va voir ce au qui va final, il y a sortir. toujours, il y a On toujours va voir ce ça. qui Il va y a la manière sortir. dont c'est filmé, et après, est-ce que c'est coupé au montage, est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est bien mis en lumière, est-ce que ça a assez de place pour avoir la percussion littéralement de ce que vous avez produit sur le plateau. Il y a toujours cette question aussi, quoi. Ouais, tu vois, là encore récemment, j'étais en un stage avec Laurent Demianoff et pardon, on a fait une prévise. Il nous a donné un scénario, on a dû refaire comme si on était encore team une prévise et on a fait du très beau travail sur ce travail de prévise. Là, j'étais encore avec lui. Bon, je vais rien dire parce que je crois pas que j'ai le droit d'en parler. Mais je pense que quand tu donnes les Ouais, rênes au régleur cascade et que le régleur cascade, en plus, un mec comme Laurent Demianoff, c'est un vrai cinéphile. Manu Lanzi aussi, c'est un vrai cinéphile. Et tu leur donnes les rênes du projet, ils peuvent filmer, bah, ils mm, vont te faire des trucs de ouf. Ils vont te faire. D'ailleurs, dans le travail de Balle perdue, elles sont super, les scènes d'action Balle perdue mm. 2, c'est de la bombe. Parce que je pense qu'ils ont. Après, je vais pas m'avancer, mais je pense qu'ils ont repris les angles de Manu, quoi. Non, je crois que Manu était directeur second unit. Peut-être j'ai dit de la merde. Mais ouais, il faut que il faut que les réalisateurs fassent aussi confiance aux gens qu'ils emploient. Mais par exemple, sur Dune 2, moi, je discutais avec Kai. Lui, il t'explique il m'a montré la prévise qu'ils ont faite pour le combat final. La prévise, elle est incroyable. Elle est magnifique. Les combats, ils sont bien filmés. Tu comprends l'action, tu comprends ce qui se passe. Le moment de filmer,
le chef opérateur, il voulait pas faire comme eux parce que il avait décidé qu'il allait pas faire comme eux et ils ont assassiné sa Hmm. chorégraphie et comment ils l'ont filmé. Et ça reste que c'est un très beau combat et que ça m'a quand même sublimé, mais quand tu vois le travail de base qu'ils ont fait sur la prévise et le final, c'est assez décevant. Et en fait, c'est pour ça que tu vois beaucoup de cascadeurs qui partagent même pas leurs Ok. trucs sur Instagram des fois. T'as beaucoup de cascadeurs qui tournent beaucoup, ils mettent même pas les trucs qu'ils ont fait sur des films parce que c'est tellement des fois euh, Peut-être dénaturé. haché, assez, Hmm. ouais, dénaturé. Et en fait, on pourrait faire un truc vachement mieux et c'est pas aussi bien que ça C'est pourrait bon à l'être. savoir que même sur des grosses productions comme ça, qui restent, enfin moi ça a été un de mes films préférés ces dernières années en tout cas, qu'il y a une grosse marge de progression encore et que ça pourrait être encore mieux quoi. Et je pense que ce que tu dis là Ouais, sur ton domaine de prédilection maintenant, la cascade, ça pourrait très certainement être transféré sur d'autres plans, dans le sens où d'autres domaines du cinéma et d'autres choses qui sont faites, qui pourraient être mieux faites que des puristes ou des gens qui ont un autre domaine de compétences feraient encore mieux s'ils avaient les rênes ou la possibilité ou l'influence. oui. Oui, bah, en fait, on avait le même problème avec la Ouais, gymnastique et les compétitions de parcours. C'est-à-dire que les gens qui designaient les compétitions, les compés de ouais. parcours n'étaient pas des athlètes et n'étaient même presque pas des athlètes de Je les parcours, en appelle des fait. chaises. Donc, ouais, bah, Parce que c'était des c'est des chaises. gens qui sont Pourquoi assis dans chaises? des bureaux et qui pensent à des Ah trucs, oui, mais bah qui oui, font pas c'est sur le ça. terrain et qui prennent des décisions qui sont absolument pas cohérentes par rapport à la réalité. Non, c'est ça, c'est ça. C'est exact, bah, t'as tout dit, ouais. Mais ces gens-là Hmm. sont en position de pouvoir, donc c'est eux qui ont le dernier mot. Et c'est dommage parce que je pense que le Ouais. projet général en pâtit. Alors, j'étais pas sur les derniers Disney, mais je soupçonne que sur les derniers Star Wars, mais je soupçonne que ce qui s'est passé sur les derniers Star Wars, je veux dire, comment on passe de les chorégraphies de Star Wars, épisode 1, Menace Fantôme, épisode 2, épisode 3, avec des trucs de fou furieux, magnifiques, super bien chorégraphiés, à la merde qu'on a eue sur l'épisode 7, 8, 9, quoi. Je veux dire, il y a un problème. Pourtant, il y a plus d'argent. Normalement, il y a un bagage technique qui est plus avancé. Je soupçonne que ce soit des directions artistiques de gens qui n'y connaissent Hmm. rien, qui ont dit ce qu'on allait faire. C'est c'est Je marrant parce pense que qu'il y ça a doit être lié à littéralement ça. 2 jours, j'ai vu un réel qui montrait exactement ça, les combats avec Dark Maul Ah ouais? et tout, et après le petit échange d'épées des derniers épisodes qui a rien à voir et qui veut rien dire. Donc c'est assez drôle que tu le cites comme ça. La boucle est bouclée. Valentin, c'était un énorme plaisir de t'avoir sur le podcast pour Merci tout beaucoup de avouer m'avoir aux invité. auditeurs. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas parlé et c'était l'opportunité de faire un petit catch-up Ouais. et de discuter entre amis parce que, comme je t'ai dit et comme je l'ai dit au départ, on s'est rencontrés il y a presque 10 ans maintenant. Et on était dans Ouais, c'est des vrai. mondes complètement différents à l'époque, à Vancouver. Et c'est cool de voir ton évolution au travers les années, ton parcours athlétique, ton parcours de carrière maintenant qui a évolué et ce que tu fais maintenant, le lien avec ton parcours d'antan et comme quoi, je ne sais pas si toi tu y avais pensé au début de ta carrière de parcours de te dire un jour je tournerai des films et je serai cascadeur, même si tu étais déjà acrobate, que tu avais un pied dans ce monde-là, mais c'est toujours intéressant de se dire que tu n'apprends jamais rien pour rien et que des choses que tu as appris hier te serviront un jour, tu sauras peut-être pas comment. Ouais, après, c'est vrai que ça a Hmm. toujours été dans un coin de ma tête, la cascade, tu vois. Je pense que, tu vois, quand j'étais ado, je regardais Le Maître d'Armes de Jet Li, je regardais Danny the Dog, je regardais Matrix en boucle, enfin, j'étais toujours fasciné par les combats. Et puis moi, je suis un grand Hmm. fan des mangas aussi, comme j'ai dit auparavant, tu vois, Dragon Ball Z, c'était vraiment un truc qui a pété mon crâne quand j'étais ado. Donc j'ai toujours un peu voulu faire de la cascade. C'est juste que moi j'ai grandi à l'île de la Réunion. Donc à la Réunion, tu Ouais. penses même pas être cascadeur, quoi. Tu penses même pas être athlète de parcours. C'est un truc. Personne fait ça, tu vois. Les gens, je sais pas, ils fument du Zamal et ils vont à la plage, quoi. Il n'y a pas de grand projet carriériste. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, et puis j'avais un pote qui était déjà, encore une fois, j'ai eu la Ouais. Shoulders of Giant, comme Ouais. dit Tim Ferriss, tu vois. C'est pour ça que je cite toujours les noms des gens qui m'entourent et qui m'ont aidé, parce que
Sans eux, moi, je serais pas là où je suis. Mais moi, je te retourne la phrase, dire, je sais pas combien de gens vont rester là, ça fait 1h50 qu'on parle. Mais moi, j'ai connu Sean, il faisait pas de vue, hein, il faisait pas de vue, il était tout seul dans sa C'est voiture, vrai. il faisait comme ça, il faisait pensée du jour. Alors l'entraînement, oui, vous savez, les fibres énergétiques, elles fonctionnent toutes les unes un peu ensemble. Hein. C'était l'un des premiers mecs qui parlait de ça. Et je sais pas, il y avait pas beaucoup de vues. T'étais le premier mec que j'ai entendu parler qui faisait Ouais. un régime carnivore, tu vois. Donc t'étais en avant sur plein de trucs. Et là, j'étais à la salle Ouais. il y a, je sais pas, il y a 3 jours. Et je vois le téléphone d'un mec et je vois, il regarde un podcast. Et je vois, c'est Sean sur le truc. Je fais, ah ouais, non, mais Sean, ça y est, c'est devenu une référence de fou dans le milieu de la préparation physique. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça qu'on a fini par faire ce podcast. Parce que tu m'as dit, ah bah t'es dispo, vas-y, viens, on y va. C'est qu'il faut... En fait, il faut jamais lâcher. Je veux dire, si vraiment t'as un projet, t'y crois vraiment, t'as envie de le faire. Alors oui, ça se peut que ça n'arrive jamais, mais si tu le fais pas à fond, tu sauras pas. Et Sean, ça en est la preuve vivante que si tu vas pas, il y allait à fond. Pourtant, il y avait pas beaucoup de. C'était un coach de sport dans une salle à Vancouver. En plus, c'était une salle de parcours. Genre, qu'est-ce qu'il foutait là? Je m'étais Il était perdu. coach de sport dans une salle de parcours. Et, et aujourd'hui, voilà, ça marche bien, tu vis de ton truc, les gens t'écoutent, et puis d'autres personnes connaissent ton podcast, et c'est magnifique. Et moi aussi, c'est un Mm. peu pareil, tu vois, avec le parcours, pareil, j'étais pas forcément très fort au début, et j'ai grimpé les échelons, je me suis amélioré, et j'ai fini à compétitionner avec les meilleurs du monde, et à gagner des trucs et des machins. Et aujourd'hui, cascadeur, j'espère que ça va continuer à durer. Donc, merci à toi, Sean, hein, Bah, franchement, je te le souhaite en tout cas. bien Et joué. ouais, je pense que c'est une bonne manière de conclure le podcast. J'aime bien dire que des rêves, il faut en avoir. Et après, il faut surtout y croire. Parce que si toi, tu crois pas en ton rêve, qui va y croire pour toi? Donc, croyez en vos C'est rêves, faites mort. ce que vous aimez, allez jusqu'au bout des choses. Et merci encore, Valentin. Hâte de pouvoir tirer la pince prochainement en personne. À Merci, bientôt. Sean, merci les amis. Si tu veux apprendre à créer des programmes d'entraînement avec l'IA en quelques clics, je ne peux absolument pas t'aider. Par contre, si tu veux savoir comment créer des programmes personnalisés en endurance pour tes sportifs de A à Z, j'organise chaque année une formation accompagnée sur 12 semaines pour les coachs prépa physique et kinés comme toi qui veulent se former. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus sur le Mastermind et rejoindre la liste d'attente pour le prochain Mastermind Endurance Upside Strength. C'est comme si on était à l'école. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top, en plus elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.